Bon, nouvel épisode, du coup, c'est le deuxième, il sortira très bientôt, donc du goûter. Un grand merci à la venue de Moïse Sfez, qu'on va vous présenter, et Thibaut. Nouveau concept, avec Sabri toujours. Deux invités qui ont de belles histoires à nous raconter, des belles trajectoires. On va commencer. C'est qui le plus vieux? C'est Thibaut, je crois. Ouais, c'est Thibaut. 38. Thibaut, pardon. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bon, je pense que les Marseillais qui vont regarder. Les sportifs, les sportifs peut-être. En effet, Thibaut Vézirian, je suis commencé journaliste un peu après le bac, en bossant le soir et le week-end en presse écrite, en presse régionale, parce que je vivais au nord de l'Auvergne, à Moulins. Je salue les Moulinois, et donc j'ai vécu là-bas plus d'une 10-15 d'années d'adolescence. Ensuite, je suis parti à Clermont, puis revenu à Paris où j'étais né pour travailler dans les médias. Donc après ces années de presse écrite, je suis arrivé en télé à LCI et j'ai bossé donc plus de 10 ans en chaîne info, puisque j'ai fait LCI, puis ensuite CNews où j'ai co-présenté 20h Foot, et donc beaucoup d'années en presse généraliste. Et je suis revenu à mes premiers amours en démissionnant d'un CDI à TF1 et LCI, pour me lancer à mon compte et vendre mes services. Et donc, ça a été AC8, CNews pendant 4 ans, un peu plus de 4 ans, sur des quotidiennes, dont la matinale de CNews, 20h Foot, Touche pas à mon sport, C'est que de la télé, une super émission de C8 aussi. Et puis, la chaîne L'Équipe également. Et finalement, en voyant que beaucoup de choses évoluaient dans le monde médiatique, je me suis intéressé de plus près, mais ça faisait longtemps, aux gens, à la passion des gens pour le foot. Donc j'ai développé en 100% interaction des contenus quasi tous les jours, d'émissions de sport, de foot. Et donc je continue sur Twitch, YouTube, et tout en faisant quelques interventions radio ou télé aussi de temps en temps. Mais moi, c'est plus quotidien, et parce que les occupations sur Internet, on va dire au sens large maintenant, sont ce que je fais. Et donc j'accompagne aussi un site qui s'appelle teamfootball.fr d'actualité foot depuis le début de l'année 2023 en tant que consultant pour développer ça, qui a une autre corde à mon arc. Et puis je reviens un petit peu à la presse écrite comme ça en même temps. Footballeur avec le Variété Club de France. Ouais, foot, j'ai fait sport-études, foot étant jeune. J'ai toujours, tous les jours joué au foot. Je continue à en faire 2-3 fois par semaine. Aujourd'hui, après, avec l'âge, on diversifie, parce que le foot à 11, faut trouver 10 coéquipiers de même niveau, c'est moins facile. Donc un peu de paddle, un peu de foot, un peu de tennis, un peu de basket aussi. J'ai toujours kiffé la NBA. J'ai présenté une émission NBA pendant 3 ans chez First Team, une super chaîne YouTube. Donc les amis de First Team que je salue. Donc toujours été un peu journaliste, entrepreneur et hybride, dans le sens où j'ai pas de routine, et j'ai toujours mélangé les façons de faire, les activités, dans le besoin toujours d'être en lien avec les gens. Ça, c'est la base du métier, c'est ce que j'aime, c'est être en contact. Futur marathonien? Déjà 2 fois. Marathonien. Marseille-Cassis, bien sûr. Marseille-Cassis, fin octobre, j'y serai pour la première fois. Là, c'est un peu l'inconnu, parce que, ce qui paraît, les 10 km de montée font très mal aux pattes, et j'en doute pas. Le col, il est... Et la gineste, mais marathon de Paris 2 fois. Une fois sans le préparer, parce que ça tombait le jour de mon anniversaire et que c'était un défi. J'ai dit, allez, ok. Un peu bête, mais j'étais plus jeune. Et là, l'an dernier, en le préparant correctement, et c'était une super expérience. Ouais. Moïse, merci à toi d'être venu. Putain, il a envoyé du gros niveau, marathon et tout. Ouais, tu m'as relancé, parce que je voulais faire court. Oui, bien sûr. Cuisinier, entrepreneur. Voilà, présente-toi aux personnes. Pas marathonien. Voilà. Bientôt. Je crois que pour ouvrir un peu partout dans le monde, il faut courir apparemment. Non, je m'appelle Moïse Fez, j'ai 28 ans, je suis à la tête du Homer Food Group aujourd'hui. Ça a commencé par la création du concept Homer Lobster en 2017, qui est un concept de street food un peu haut de gamme, à base de lobster roll. Suite à ça, j'ai remporté le championnat du monde, j'ai été élu meilleur lobster roll du monde à Portland dans le Maine. De là, j'ai ouvert un autre restaurant. Il y a eu le Covid ensuite qui nous a fait un petit peu exploser. Un des premiers restos à avoir réouvert au bout de 10 jours de confinement. Et de là, je me suis adapté et j'ai cherché à me structurer comme un McDonald's. Et de là, on a développé. Aujourd'hui, j'ai une 15aine de restos. Je suis présent dans 4 palaces.
Et voilà, il y a pas mal de gros projets qui arrivent, un autre concept qui est sorti, 2 autres qui vont ouvrir, et une série sur la street food que je fais, que je coécris et que j'interprète, qui sera sur une plateforme assez connue d'ici 1 an. Qui commence par net et qui finit par Flix. Peut-être. D'accord. Ou alors par A et par O. C'est ça. Quand tu dis que tu es présent dans des palaces, c'est-à-dire c'est pas toi qui es présent, mais j'imagine que c'est quoi, c'est des recettes. Lobster. Alors en gros, en 2018, 2017, j'ai démarré. Bon, je vous raconterai bien. J'ai démarré sur des petits marchés et fin 2017, j'ouvre une cabane à l'aide d'un prêt étudiant. J'ouvre une cabane dans la cour du BHV Homme dans le Marais. Au bout de 3 mois, je prends une boutique rue Rambuteau, qui est mon premier restaurant en location-gérance de base. Et lors de cette ouverture, j'ai le propriétaire du Royal Monceau, le palace parisien, qui passe un dimanche. Il goûte 1, il goûte 2, il goûte 3. À la fin, il me dit laisse-moi ta carte, on en reparle. Et le lendemain, je vois, j'ai 3 mecs en costume qui viennent, col bleu, blanc, rouge, un meilleur ouvrier de France. Et ils viennent, ils me disent voilà, notre patron, il nous a envoyé, il veut absolument que tu viennes dans notre hôtel pour faire une collab ensemble. Et on a ouvert un kiosque. Il y avait tout un corner Homer Lobster au Royal Monceau pour cuisiner pour les clients de l'hôtel. Et aujourd'hui, le produit est dispo dans tous les points de restauration de l'hôtel. Et ça, maintenant, dans les 4 hôtels. D'accord. Du coup, parce que ça, c'est l'histoire du prêt, elle est intéressante. C'est que tu n'as pas les moyens de financer ça. Non. Et donc, du coup, tu fais ce prêt-là parce que, après, voilà, ce qui est intéressant, et c'est les parcours qu'on aime nous mettre en valeur, c'est que financièrement, c'était pas ouf pour toi. Donc, tu étais tellement sûr de ce que tu allais faire que tu as fait un prêt étudiant que tu as reversé directement dans l'entrepreneuriat. Ouais. Bah, en vrai, ce qui s'est passé, bon, on a complètement bifurqué sur l'histoire maintenant. Il n'y a pas de concept, tu vois. En vrai, ce qui s'est passé juste après le bac, c'était moi, je voulais absolument partir aux États-Unis. Et il y a eu, je sais pas, une raison qui me dit si je pars aux États-Unis, je sais pas ce que je vais faire. Je vais partir aux États-Unis, mais je sais pas ce que je vais faire. Ou alors, moi, il y a un truc qui me passionne, c'est la restauration, c'est le service, c'est les belles tables, c'est voilà, ce style d'endroit. Et moi, j'ai toujours été passionné de street food par la culture américaine que j'aime, ou la culture anglo-saxonne. Mais pour moi, avant de faire de la street food, j'ai besoin d'apprendre du 3 étoiles. J'ai besoin d'apprendre l'armée, j'ai besoin d'apprendre la rigueur. Et donc, je décide d'être formé au début dans un palace. Ensuite, je pars habiter à Londres où je suis formé chez Alain Ducasse au Dorchester, donc dans un 3 étoiles Michelin. Et en parallèle de ça, j'ai le concept des lobster roll en tête. J'avance dessus, je fais mes recettes, je m'inspire de ce que je vois. J'ai la chance d'être formé par des grands chefs. Ensuite, je fais une petite bifurcation au Meurice à Paris. Et là, je décide de me lancer. J'avais encore un statut étudiant, donc j'ai démarré sur des marchés, d'abord boulevard de Belleville au Food Market. Donc c'est une fois par mois. Pareil, je me suis bagarré pour essayer d'avoir un stand. Il y avait 6 mois d'attente. Et en gros, suite à ça, j'avais le statut étudiant. J'allais avoir mon diplôme. Et j'étais le seul, on va dire, où il n'y a pas de suite. Je n'ai pas prévu la suite du tout. Pour moi, c'est Homer Lobster, le projet. Et en gros, ce qui s'est passé, j'ai fait un prêt étudiant. Je me rappelle, je fais un prêt étudiant de 30 000, mais j'avais besoin de que 15 000. Mes parents m'ont bouffé les 15 autres 1000. Et j'ai financé ma petite cabane comme ça dans la cour du BHV. Et ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Au début, ça a bossé direct. Et de la cabane, je me rappelle, j'ai eu un article à l'époque sur Combini. Ça avait fait un énorme buzz. On m'avait nommé, mais c'était un truc incognito, et il y avait marqué on a testé Homer, le king du lobster roll à Paris. Le lendemain, j'ai 500 personnes qui font la queue devant la cabane. C'était un truc de ouf. Et là, l'histoire a vraiment démarré. T'avais assez de produits? Comment ça se passe? Non, je finis rupture de stock en 1 heure. Et le lendemain, pareil, en 1 heure. Mais t'as l'impression qu'il y avait une émeute. Les gens pensaient qu'il y avait une célébrité dans le BHV. C'était un truc de fou. Et de là, vraiment, la machine s'est lancée au bout d'1 mois. Et donc j'ai cherché à prendre une boutique. J'ai pris cette boutique en location-gérance que je voulais même pas prendre de base. J'avais pas du tout les moyens de l'acheter. La banque ne me prêtait pas. Et en gros, j'ai pris en location. Elles en voulaient 500 000 et je l'ai pris en location-gérance à un loyer de fou, mais pour essayer d'avoir un resto. Là, je suis dans une cabane où ça me coûte une fortune. Et en gros, ce qui s'est passé, j'ai signé la boutique en novembre. Rue Rambuteau. Quelle année ça, Moïse, à peu près? 2017, novembre 2017. Je signe la boutique en location-gérance le lundi. Le mercredi, je reçois un recommandé. Les gestionnaires de la cour, en fait, me mettaient dehors. Wow. Oh là là. Parce que j'étais le seul à bosser et qu'ils pensaient que je prenais toute la clientèle pour moi. Malsain.
Voilà. De fou. Bienvenue dans le monde du travail. C'est ouf, hein. Et t'imagines, et j'étais le seul à payer le loyer, personne ne bossait dans la cour parce que c'est une cour qui était très compliquée. Et nous, on amenait notre clientèle. Je sais pas, je saurais pas comment expliquer. Après, c'est vrai que bon. C'est le fait de voir défiler du monde à chaque fois. Ouais. Et en fait, les gestionnaires avaient aussi un de leurs concepts dedans qui marchait pas. Il y a eu 2 cabanes qui ont arrêté. Ils ont essayé de renouveler, ils arrivent pas. Personne ne travaillait dans la cour, j'étais le seul. Et ils se sont dit, en fait, en me dégageant, ils vont récupérer la clientèle. Mais c'est fou, c'est que j'ai signé le lundi, le mercredi, on m'annonce que j'ai 3 semaines pour partir. Et donc après, j'ai ouvert en location gérance la boutique. Il y a eu la collab avec le Palace, donc le Royal Monceau. Donc j'ai été le premier concept de street food à collaborer avec un Palace parisien. À la suite de ça, donc j'ai ouvert en janvier. En février, on signe le contrat avec le Royal Monceau. Au mois de fin avril, début mai, je reçois un mail comme quoi je suis sélectionné dans les 10 meilleurs lobster rolls du monde par le Down East Magazine. C'est l'équivalent du Figaro sur la côte est des États-Unis. Ils sont venus tester sans le savoir. Incognito. Ouais. Ils font le classement des 10 meilleurs lobster rolls du monde et j'étais le seul Européen pour cette année-là. Wow. Et après, tu reçois un contrat. Est-ce que tu acceptes de venir faire le contest entre les 10 meilleurs du monde ? D'accord. Ok, vas-y, let's go. Mais je le signe sans comprendre exactement ce que je dois faire. Sauf que 2 semaines avant, ils m'annoncent que je dois faire 500 lobster rolls. On part à Portland dans le Maine. C'est comme si je te dis, tu as un Américain qui vient et tu lui dis, tu vas en Poitou-Charentes faire 500 trucs. Mais c'est pas chez moi. Moi, mon pain, il est fait tous les matins. Donc, j'appelle mon boulanger. Je dis, faut me faire 800 pains. Il y en a 400 que j'en ai envoyé en UPS, où j'ai déclaré que c'était des vêtements. Parce que t'as pas le droit d'envoyer de bouffe fraîche. Et 400 que j'ai mis dans mes valises. Et je suis parti avec mon père et mon meilleur ami, mais sans savoir où j'allais. Et là-bas, on arrive, c'est comme dans les films. T'as les gens avec de leur team, avec tous les mêmes couleurs, les mêmes t-shirts, mais on n'a pas de couleurs. On n'a rien, on a des drapeaux français. J'ai mis Johnny Hallyday sur mon stand et ça fait comme ça. Pourquoi lui ? Je sais pas, ça représente la France pour les Américains. Il y a du Aznavour, j'ai mis des musiques et je faisais. J'ai pas. Ouais. Et ça s'est fait comme ça et j'ai gagné le championnat du monde. Énorme. Et j'ai gagné le championnat du monde en juillet 2018. Et là, après, tout a pris un tournant énorme. J'ai reçu les plus grands chefs du monde qui sont venus manger le lobster roll et qui reviennent. Voilà, après, j'ai ouvert un 2e resto à Saint-Germain, pas du tout dans la bonne période. Ah ouais, en parallèle de ça, juste avant le championnat du monde, il y a la banque qui m'a appelé pour financer justement le fonds de commerce Rurent Buteau. Donc j'ai racheté le fonds de commerce de mon premier resto. Tu as offert des fleurs aux personnes qui étaient autour. Voilà. T'as fait un petit geste. Exactement. Ouais. Et après, voilà, on a ouvert la 2e boutique à Saint-Germain. Et je dis on parce que je déteste dire moi je. Donc on, c'est Omer. Pour moi, c'est aussi grâce à mon équipe que. Parce que quand tu arrives tout ça, t'es jeune, tu as quoi, 22, 23 ans, tout comme ça si je vois Au championnat du monde, j'avais 22 ans. Mais j'ai démarré Omer à 20 ans. Mais comment tu gères quand tu as 20 ans ? Parce que je nous revois tous à 20 ans sur les problèmes administratifs, les papiers, je pense qu'on est tous noyés dessus. T'as pas le choix, j'avais pas le choix. Ouais, tu n'avais pas le choix, non. Mais tu étais entouré, tu as fait la famille. Non, les avocats. Je suis comptable quand même. Ouais, alors, sache une chose, j'ai créé ma société en ligne. Ce qui est fou, c'est que j'étais à l'école. À l'école, on me disait c'est sympa et tout, mais bon, personne n'y croit. Franchement, personne n'y croyait. Je me suis pas fait trop de copains à l'école parce que j'étais focus sur mon objectif. Et on va dire que j'étais le vilain petit canard. Je rentrais pas dans les cases parce que j'allais pas dans les cours qui m'intéressaient pas. J'étais focus sur créer une entreprise, lobster, la restauration. Le lobster roll, en France, non. Ouais, c'est ça. En France, non. Après, si tu as voyagé, tu as été à New York ou à Boston, ouais, tu connais, mais en France, non. Alors, il y en a qui m'ont dit t'es un ouf, du homard dans du pain, t'es un ouf, un sandwich à 20 €, t'es un truc. Et c'est vrai que l'école hôtelière que j'ai fait, on cherche à te coller dans une case où tu vas être manager, c'est de la hiérarchie, c'est du truc. Et on va te dire il faut aller du point A au point B de cette façon-là. Et moi, ma façon de penser, c'est arrive au point B. On s'en fout comment tu y arrives, mais arrive au point B. Et donc, je rentrais pas trop dans ces cases-là. Et c'est vrai que j'ai appris, moi à ce moment-là, c'était une période compliquée pour mes parents. Donc voilà, il n'y a pas le choix. J'ai trouvé le filon de faire un pré-étudiant en faisant des faux papiers, comme quoi j'avais continué un master ou quoi que ce soit, alors que pas du tout, pour financer. Ça. Voilà. Non mais ça fait partie de l'histoire en vrai de vrai. Bien sûr. Et ce qui s'est passé, j'avais pas de comptable, j'avais pas de fournisseur. Moi, je sais pas du tout comment ça fonctionne, ce truc-là. Donc, j'ai créé une société en ligne. Ça m'a coûté 500 balles avec une comptable à distance que je ne connaissais pas, à qui j'ai envoyé des lettres pour qu'elle me crée la société. Ouais. Et j'ai déposé ma marque à l'INPI en ligne, pareil,
avec ma petite carte bleue, mes petites économies, voilà, et ça a démarré comme ça en fait. Ouais, donc tu t'es fait vraiment tout seul, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et ça a été boule de neige après. boule de neige, ouais. Et pour basculer sur toi, Thibaut, maintenant ton parcours donc d'indépendant, on va dire, est-ce que évidemment les aventures que tu as connues avant sur les différentes chaînes, ça t'a beaucoup aidé, ou est-ce que tu penses que tu aurais pu quand même te lancer et avoir la même réussite sans être passé par... Pour compléter, Thibaut, est-ce que voilà, parce que du coup, Moïse, Omer, c'est bon. disait que voilà, direct après le bac, il avait cette idée. Toi, tu nous as dit que voilà, tu avais cette idée directement après le bac. C'est quoi le cheminement pour arriver justement la différence, à c'est ces que moi, grandes j'ai toujours chaînes. eu l'esprit entreprise et en fait, en sortant du bac déjà, il y a eu plusieurs choses. C'est que déjà, je sortais de sport-études, j'avais joué au foot à un niveau correct et derrière, toute ma jeunesse, c'est bon, tu ne deviendras pas footballeur. Ok. Ensuite, moi, je voyais les joueurs de foot, des choses comme ça qui me faisaient kiffer. Je disais, pour être proche, ressentir ces trucs-là, être dans la relation, être près des sportifs, vu qu'on me dit que c'est impossible d'être sportif malgré un niveau correct, eh bien, je vais être journaliste alors. Ok, là, on me disait, fais un vrai métier parce que ça, c'est fermé. Ok, bon, et on te dit ça, t'es petit, t'as pas du tout la maturité, quoi que ce soit, donc c'est impossible. Donc tu mets pas ça du tout dans les cases possible, mais quand on te demande ce que tu veux faire, tu dis ça. Et à chaque fois, tu as un sourire en disant « Ah, lui, il rêve, quoi. » Et moi, je me suis dit, t'es jeune, t'as pris des coups, il y a des coachs qui t'ont fait jouer, pas fait jouer, d'autres qui t'ont glorifié. Donc, en fait, il y a des hauts et des bas. Suis ta voie. Et donc à 18-19 ans, en discutant avec des journalistes, ils m'ont dit mais nous on cherche des pigistes, t'as envie, pourquoi pas, c'était 30 balles l'article je crois, comme ça, viens, dimanche matin il y a une brocante à aller couvrir, ok je fais tout ce que tu veux. En plus 30 balles à prendre, il n'y a pas de problème. Pour moi, écrire 50 lignes pour prendre 30 balles, c'est mieux que d'aller à l'usine. Donc je me suis lancé là-dedans. Alors j'avais certainement les capacités déjà d'être concis, d'être curieux, de plein de choses, de cet esprit-là, mais donc je suis devenu ce qu'on appelle correspondant de presse à 18 ans et demi, 19 ans. Et j'étais dispo, je leur disais les soirs, les week-ends, quitte à pas aller aux entraînements de foot, à baisser de niveau, à mettre le foot de côté. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais cet esprit-là de réussir. Et rentrer par la petite porte, coûte que coûte. On me disait, tu veux être journaliste sportif, fais attention, c'est fermé. Pas grave, journaliste tout court, il n'y a pas de problème, je rentre partout. Tu veux faire quoi plus tard, le 20h? Mais je m'en fous du 20h, je veux faire n'importe quoi. Et donc, cette curiosité a fait que j'ai dit oui à tout, j'ai laissé toutes les portes s'ouvrir. Donc, je suis rentré en presse écrite. Là, on m'a proposé 1 an, 2 ans après, à la sortie d'une licence, on m'a dit qu'on avait un contrat pour moi, je pouvais rester en province, travailler. Et au même moment, les portes à la fois du journal Le Point, c'était le service économie à Paris, et puis ensuite de LCI, la chaîne info, avec à l'époque Jean-Claude Dacier, qui est devenu après président de l'OM, clin d'œil, eh bien, se sont ouvertes. Et là, j'ai dit, j'ouvre, enfin c'est ouvert, je rentre, encore une fois. Donc, encore une fois, avec une culture, une éducation familiale qui fait qu'on te dit trouve un CDI, range-toi, bosse 40 ans au même endroit et entre guillemets, c'est ce que je comprenais à l'époque, même si c'est pas forcément ce qu'on te dit clairement, mais voilà, sécurité, un petit peu la génération de parents d'après-guerre, etc. Et en fait, c'est pas ce que j'avais en moi, donc j'ai fait 9 ans de CDI, nickel, en évoluant chaque année, en pouvant continuer. Mais du jour au lendemain, on m'a proposé une nouvelle aventure en me rapprochant du sport. Et comme j'avais vécu toutes les années, et notamment les derniers attentats à Paris, etc., à couvrir ça pour les chaînes info, je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. C'est triste, c'est dur. On nous envoie des infos, il faut les répéter. C'est pas tout à fait le métier que je faisais aussi en discutant directement avec les gens pour faire des articles. Donc la télé, c'est encore une autre forme de journalisme. La radio en est une autre. Le journalisme sur Internet aujourd'hui a multiples formes. Et donc, j'ai toujours été hybride à toucher à tout, à regarder ce qui se faisait ailleurs, à défricher. On a été les premiers à LCI, par exemple, à faire une émission où on parlait de l'actu vue du web. On se disait, sur Internet, il se passe des trucs, mais les journaux, les JT font toujours les mêmes choses, racontent les mêmes histoires qu'ils ont trouvées dans les journaux du matin. Nous, on balayait les journaux écrits du matin, on disait qu'est-ce qui se passe sur Internet, on en fait un JT. Donc déjà, on avait ce sens un peu de l'info différente. C'est resté en moi et voilà. Et après, en fait, en 2016, après tout ça, quand on m'a proposé en 15 jours, comme j'avais une super entente avec la maison TF1 qui m'a fait grandir, j'aurais dit ouais, je veux partir. Ils m'ont dit tu veux une augmentation? Non, pas du tout, je suis pas comme ça, je vous en ai jamais demandé. Si ça doit venir, ça vient.
Et ils m'ont dit, mais non, reste, etc. J'ai dit, non, là, on me propose un super truc, on verra. Et donc, ils m'ont dit, bon, tu reviens quand tu veux. Donc, déjà, ça te booste, tu te dis, t'y crois, ce genre de phrase, t'as envie d'y croire. Ouais. Tu te dis, bon, s'il y a un problème, je reviens. Et puis, en fait, tu pars, et puis tu te mets à ton compte. Là, pareil, comme il le disait, tu ouvres ta société, t'as pas de comptable et tout, t'as 2-3 obligations légales. Tu dis, bon, attends, Google est mon ami. Après, tu te renseignes à droite à gauche et en fait, tu te rends compte que plein de gens peuvent t'aider, te donner leur vécu, leur expérience et t'aider à faire le minimum d'erreurs, mais tout le monde en fait pour avancer. Et au départ, tu te fais avoir sur 1 ou 2 contrats parce que on t'a dit que c'était un contrat sur 1 an, 2 ans, et puis en fait, c'est un contrat au mois. Voilà, donc tu dis, bon, de toute façon, je veux travailler. De toute façon, on me fait faire de l'antenne en plus, donc ça a un côté hyper glorifiant d'être à l'antenne, à la télé. Ça plaît à ta grand-mère de te voir à la télé tous les jours, etc. Et toi, une fois que tu l'as fait une fois, tu l'as fait une fois. Et ce qui s'ensuit, c'est que tu développes tes activités. Tu trouves le temps, parce que pendant un moment, je me levais à 3h du mat pour aller en matinale sur CNews. Le midi, j'allais présenter l'émission NBA sur YouTube. Et à 16h, j'étais à C8 pour l'émission sur C8. Je rentrais chez moi à 20h. Et tu te dis, bon, c'est super, des journées incroyables. J'ai vu plein de gens différents, 3 univers différents. Puis après, la vie avance, tu prends du recul, tu te dis qu'est-ce que je peux aussi faire d'autre pour ne pas mettre les œufs dans le même panier, parce que la télé, avec le Covid, les contrats du jour au lendemain sont tombés et parfois, si tu appelles pas tous les jours, ils ne reviennent pas. Donc là, c'est l'esprit d'entreprise de s'en sortir, de trouver des solutions et d'aller fouiller. Voilà, en gros, ce qui nous rejoint, ce qui nous lie aussi par les histoires et ce qui fait que je suis un journaliste, pour certains un peu hors cadre. Alors que je peux présenter des JT, j'ai fait 10 000 choses, mais dans l'esprit, on va dire que j'ai ce petit truc différent du salarié, ce qui correspond à certaines personnalités de base, entre guillemets, qui reste à son poste, à sa place et qui fait la même chose tous les jours. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin cet après-midi de passer vous voir. C'est gentil en tout cas. Et du coup, j'avais une question. Je la recommence. Ça, c'est très bon, d'ailleurs. Ouais, c'est très bon, Zibo, qu'on salue. Hein. Le partenaire, on en parlera après. Donc, voilà. Donc, ma question, c'était ça. C'était du coup tes expériences d'avant, donc avec ces chaînes, elles t'ont aidé pour ton côté indépendant ou tu penses que ça aurait marché quand même? Non, ça aurait marché différemment. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui viennent en disant c'est cool, t'es proche de nous, tu nous parles, tu parles vrai parce que on t'a connu à la télé. Il y a cette vitre bloquante à la télé qui fait qu'on a les audiences le lendemain matin et parfois les audiences, elles ont ni queue ni tête. C'est pas forcément parce que l'émission était pas bonne, c'est parce qu'il y avait autre chose en face, c'est parce qu'il faisait beau dehors, qu'on est passé à l'heure d'été aussi. Il y a X raisons. Alors qu'avec Internet, il y a un lien qui est beaucoup plus fort, direct. Je vois mes émissions, moi je fais beaucoup de live sur Twitch, notamment le midi, et c'est un rapport direct. Les gens ils veulent parler d'un sujet, tu fais 1 heure alors que tu avais prévu 10 sujets autres. En fait, parce que là, les questions elles reviennent redondantes sur le même sujet et que c'est le sujet du jour. En télé, t'as pas ça, mais je renie absolument pas. Je referai demain de la télé et je peux continuer à en faire. On peut m'inviter sans problème. La radio, qui est une forme de télé aujourd'hui, tout est filmé. C'est comme une émission ici. Et en fait, je fais pas de différence du tout. Mais mon parcours, il aurait jamais pu être le même. Il aurait jamais pu être le mien sans mes 15 ans, là, de 13 ans, 14 ans de quotidienne télé tous les jours. Ça fait partie de moi et au contraire, je suis très content de montrer qu'il n'y a pas de casquette fixe, que tous les tuyaux de diffusion sont égaux aujourd'hui. Il y en a encore qui ont l'impression d'être supérieurs, d'autres inférieurs, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, peu importe où tu diffuses, l'important c'est le message, c'est qui est derrière le micro, c'est la façon de faire, la rigueur et s'il fallait le refaire, je referais exactement pareil. Ouais. Mais après, ça te donne une crédibilité, une légitimité aussi, ce que tu as fait avant. Parce que par exemple, moi, si je me lance demain dans le même style que toi, même si on va dire que je suis journaliste, je vais pas être aussi écouté que toi parce que toi on t'a vu avant, on t'a connu. Je me suis construit une communauté avant. Ça fait peut-être un peu la différence dans le sens où aujourd'hui si tu as un concept à vendre et que tu n'as pas le tuyau assez large pour diffuser, que tu crées ta marque, que tu crées ton contenu, c'est vrai que tu es noyé. Il y a tellement de choses. Donc on va dire qu'à mon petit niveau, j'ai déjà une base et que je suis repris sur certains sites de sport, de foot tous les jours qui reprennent ce que j'ai dit pour en faire des articles qui justement vont dire parfois une phrase sur 15, on va en prendre qu'une et ça va dévier le sujet, mais c'est pas grave. Mais en effet, on va dire que ma parole suscite une attention.
Donc ça, c'est la différence. Et ça, c'est parce que j'ai été dans des médias mainstream, que je peux y retourner demain aussi, que j'ai ce côté-là, oui. Là, je ne vais pas te dire non. Et en plus, je ne suis pas du genre à la cracher dans la soupe. J'ai adoré ce que j'ai fait avant. J'adore ce que je fais aujourd'hui dans le sens des relations que j'ai. Et je ne suis pas, malgré certaines enquêtes que j'ai menées, certaines vidéos où je parlais des vraies choses avec transparence et honnêteté que j'ai faites, je ne suis pas Mediapart. Je suis pas... Quand on parle parfois d'indépendance et de journalisme indépendant, on imagine que c'est des lanceurs d'alerte obligatoirement. Aujourd'hui, il faut bien se dire, on est dans un monde à grande majorité capitaliste, avec un fonctionnement commercial de tout. Il faut s'en sortir, il faut vivre. Celui qui est contre tout, en mode lanceur d'alerte, il peut pas exister. Enfin, il y a un moment, en fait, on le voit et ils vont dans le mur. Enfin, il y a des choses à dire. Il y a des façons de le dire, je pense. Et donc, j'ai toujours pris le parti d'être au cœur du problème pour le régler plutôt que d'en sortir. Donc, je suis pas contre les grands médias. Je suis pas contre ceci, cela. Au contraire, je trouve qu'il faut les aider à évoluer et aider à évoluer, à faire changer les choses. S'il y a des problèmes, parfois il n'y en a pas. Okay. Moi j'avais une question mais pour les deux du coup, parce que Moïse tout à l'heure tu nous as parlé de l'article de Combini et Thibaut, moi ma question viendra après. Est-ce que, c'est ce que dit aussi Thibaut, est-ce que tu as l'impression que cet article, bon, tu nous as dit il a accéléré les choses et ça t'a donné un boom, est-ce que sans ça tu penses quand même que ça aurait pris plus de temps et ça aurait marché de toute façon pour toi? Et après Thibaut du coup, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui t'ont découvert après le fait que tu pars de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça aussi ça t'a donné on va dire pas une deuxième carrière mais un virage énorme sur le fait que tu bâtisses ta communauté? On va commencer par toi Moïse. L'article c'est un accélérateur dans le sens où il n'est pas là, ça aurait pris beaucoup plus de temps, mais l'article c'est pas lui, ça aurait été peut-être un autre ou ça s'est fait, sans ça, peut-être ça aurait pris plus de temps. Ça aurait pris forcément plus de temps. Mais le produit, j'y croyais tellement. J'ai mis toute ma force dedans. J'y étais 7 sur 7, je dormais là-bas. C'est que je me disais dans ma tête, il y en a bien un important qui va le goûter et qui va le faire savoir. Donc ça a été Combini pour là. Mais après, quand j'ai ouvert rue Rambuteau, il y a eu M6 qui est venu, le JT d'M6, 12h45 et 19h45. Pareil, le lendemain, ça a été la guerre. Et après ça s'est enchaîné. C'est un journaliste, un deuxième et un troisième. Et ça a été ainsi de suite. Donc, je me dis, celui-là a participé au début. Moi, c'est celui qui m'a marqué, c'est le premier. Donc, je te dis, ça aurait été lui comme un autre. Le premier, il a toujours un truc spécial. Parce que... Vas-y. Non, j'allais dire justement par rapport à ce que tu dis, Moïse. Est-ce que tu penses que des Moïse, il y en a plein et toi, tu as eu la chance, peut-être pas la chance, mais il faut qu'il y ait quand même de la part de Bien chance. sûr. La chance, c'est l'audace, d'avoir rencontré les bonnes personnes, d'avoir présenté son produit aux bonnes personnes. Ou est-ce que tu penses que c'est un peu plus rare? Alors moi, dans l'entrepreneuriat, il y a un facteur chance qu'il faut... Il y a un facteur chance. C'est-à-dire celui qui dit non, il n'y a pas de chance, c'est que du talent. Ok, d'accord, bravo. Non, il y a un facteur chance, mais la chance, il faut savoir une chose, elle tombe pas. On va la chercher. Moi, je me suis bagarré. C'est-à-dire, j'ai été la chercher, je voulais être dans le Marais parce que je sais que c'est un quartier en vogue, je sais que c'est là où on peut y rencontrer des journalistes, des gens intéressants, des acteurs, des comédiens. On ne sait pas qui on peut rencontrer, des chefs. Et je savais que c'était le quartier le plus en vogue. Pour moi, je comparais par rapport à New York, c'est Soho, ou par rapport à Londres, c'est le Soho aussi. Donc le Marais, c'est le quartier vivant qui est 7 sur 7, même pour du monde, de l'international. Comment ça se fait qu'il y a un journaliste du Down East Magazine, du Maine, qui n'a rien à voir, il vient à Paris, goûte mon lobster roll et je me retrouve dans les 10 meilleurs du monde. C'est pas grâce à M6. M6 m'a permis de toucher des gens, ce magazine a permis de toucher des gens, mais des Moïse, comme tu dis, il doit y en avoir, mais... il doit y en avoir. Après, pour moi, la chance, elle se provoque. C'est-à-dire, tu vas la chercher. Il me sont arrivés tellement de choses là, ces 3 dernières années où je me dis, en vrai de vrai, je peux très bien me reposer sur ce que j'ai et me dire, allez, vas-y, j'essaye de faire perdurer. Et en vrai de vrai, je me remets toujours en question et je veux aller chercher plus. Je vais me retrouver dans une soirée où j'ai pas du tout forcément envie d'aller, mais je sais que le fait d'aller là-bas, potentiellement, je peux peut-être croiser quelqu'un qui... Voilà, le projet de la série, il s'est fait un mariage où je devais pas aller, où je devais pas du tout aller à ce mariage, et finalement,
sur un coup de tête, je me suis chauffé à aller, on m'a présenté un grand producteur de cinéma. Et, mais on me le présente, c'est-à-dire, voilà, Moïse, je te présente Sylvain, Moïse, raconte-lui ton histoire, elle est folle. Je dis, c'était il y a 2 ans, je lui dis, regarde, j'ai 26 ans, j'ai 7 restos et j'ai gagné le championnat du monde de lobster roll. Voilà mon histoire, viens manger quand tu veux. Et qui me dit, mais attends, faut faire un court-métrage sur toi, ton côté entrepreneurial, 26 ans, ça veut dire que t'as démarré à 20 ans, patati patata. Je lui dis, moi j'ai un projet un peu plus sexy. J'avais un projet d'un livre sur la street food à ce moment-là où certaines boîtes de prod m'avaient démarché pour filmer cette élaboration du livre et peut-être en faire un documentaire. Et je lui dis, écoute, on m'a proposé ça par rapport à ce projet-là. Et de là, on s'est revu à Paris. Et là, le projet est réel, quoi. Donc c'est... le facteur chance joue, mais faut aller le chercher. C'est-à-dire, elle va pas venir toute seule. C'est si tu vas faire en sorte de l'avoir. Et puis toi, t'as osé y aller, prendre le risque. Tu as démarché, j'ai vu que tu avais démarché directement dans les rues. C'est que tu t'es dit à un moment donné, il faut que je fasse un plateau de je sais pas combien et que tout le monde le goûte, maximum. Au food market, en fait, quand j'ai démarré au food market, le sandwich il me coûtait 12 €, je le vendais 10, puisque t'as pas le droit de vendre au-delà de 10 €. D'accord. Et en gros, pour atteindre le food market, c'est à l'époque, c'était, mais bon, encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment en vogue. Je les avais vus sur Très Très Bon sur Paris Première. Et je vois food market, la guerre, c'est le plus grand événement street food, une fois par mois, un jeudi, boulevard de Belleville, mais un truc de ouf. Et je me rappelle, je leur ai envoyé peut-être 70 mails. Et je vois un jour, je trouve sur un site un numéro de téléphone. J'ai appelé peut-être plus de 200 fois, jusqu'à un moment, il y a une nana qui répond et qui me dit oui, allô. Je dis voilà, vous êtes le food market, je m'appelle Moïse. Arrêtez de nous harceler déjà. Non, mais parce que tant que ça répond pas, et je me dis qu'on peut pas laisser de message. Donc hop, je rappelle, jusqu'à qu'il y ait quelqu'un, ça sonne. Une fois c'est messagerie, le lendemain ça ressonne. C'est que le téléphone il est vivant quand même. C'est pas ces messageries directes. Donc moi jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et au bout, à la fin du 3e jour, ça me répond. Et je dis écoutez voilà, je m'appelle Moïse, j'ai un concept de lobster roll. Elle me dit lobster quoi? De quoi? Je dis vous connaissez pas? Pour moi c'est encore mieux. Je vais te faire découvrir un truc de ouf. Et elle me dit non mais attendez, faut envoyer un mail. Je dis j'ai envoyé 20 mails, ça sert à rien. Je veux venir vous voir en vrai. Elle me dit mais attendez, mais c'est 6 mois d'attente et d'avant ça et patati patata. Et on était mercredi quand je l'ai eu au téléphone. Et je lui dis mais attendez, demain il y a une session, non? Il y a un événement. Ouais mais on n'a pas le temps. Ok, on se voit demain. Et j'ai raccroché. Et elle s'appelait Marianne. Donc elle s'appelait Marianne. Et je me rappelle, et il y a Virginie Godard qui est la fondatrice, mais j'avais pas du tout la prétention de demander Virginie Godard à ce moment-là. Et je vais au food market boulevard de Belleville, je vais à l'accueil, je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec Marianne. Et elle m'a fait un regard choqué, elle me dit ça m'étonnerait. C'est la directrice des opérations, elle s'assure que tout se passe bien. J'ai dit si, elle m'a dit de venir, j'ai rendez-vous avec elle, je suis restaurateur. Maintenant j'ai pas de restaurant, j'ai pas d'entreprise à ce moment-là. J'ai pas de société de créer, j'ai rien. Je sais juste que j'ai ma recette de sandwich, j'ai mis 8 mois à élaborer mon pain, tous mes trucs. Et elle vient, elle me dit salut, oui, c'est quoi le truc homard, c'est ça, ouais. Ok, bon écoute, nous, faut attendre au moins 6 mois, il y a 6 mois d'attente, le temps qu'on goûte tous les concepts qu'on doit goûter pour les planifier. Et à ce moment-là, tu as Virginie Godard, donc la fondatrice, qui vient à ce moment-là dans la discussion, qui se mêle, et qui me dit ouais, je suis désolé, je dis non, vous avez pas compris, dans 6 mois, moi j'ai plus d'école, j'ai plus rien, il faut que je lance. Donc il faut que je lance, il faut que je fasse goûter le projet, j'attends pas 6 mois. Je peux pas attendre 6 mois, je viens demain. Ah non mais pas du tout, on peut pas demain. Je vais alors trouvez-moi une solution, il faut que la prochaine session je la fasse. Et elle me dit mais tu sais que c'est pas comme ça, il y a tout un enregistrement, tout un référencement. Tu as 22 ans là, d'accord. Non là j'ai 20 ans. Là j'ai 20 ans, c'était avant mes 21. Parce que je suis né en avril et j'ai fait la session de février. Et donc là on était en décembre, janvier. Et elle me dit ok, dans 2 semaines on a une dispo. Donc tu viens au bureau. Et moi c'est un truc de ouf, c'est que elle me dit tu nous fais découvrir au bureau le lobster roll. Ok, donc moi j'ai noté, elle me dit ça, bam je book, tout de suite je m'organise dans mon emploi du temps. Je vais acheter le homard, je me rappelle à l'époque je vais à Métro, j'avais pas de fournisseur de homard, donc je vais à Métro. Hop, j'ai mon boulanger qui me fait mon pain. Et j'ai pas du tout compris. À l'époque il y avait pas de Deliveroo comme aujourd'hui, donc j'avais pas compris qu'il fallait leur faire livrer des sandwichs. Et moi, comme j'ai pas de restaurant, j'ai pas de cuisine, je suis arrivé dans leur bureau dans le 10e, en face du Grand Rex, avec des homards, mes casseroles, mes sacs tati. Et j'aurais dit, elles m'ont vu arriver, elles m'ont dit qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit je vais vous montrer comment on décortique un homard et comment on fait un lobster roll en live.
Et je me suis retrouvé dans leur kitchenette, dans leur bureau, à leur faire des lobster rolls avec un homard vivant, à le cuire, à le couper, à le décortiquer, à faire un lobster roll. Genre, ça a pris 1 heure en tout pour tout. Mais il y avait 8 personnes en face de moi, et c'était sur le cul. On m'a dit, ça nous est jamais arrivé de ma vie. Nous, on demande, faut nous faire livrer la bouffe, on goûte, on vote, et de là, au bout d'une heure, je dis, alors regardez, juge vos cuisines et je vous laisse délibérer entre vous, je m'en vais. Et au final, ça a tourné tellement sympathique parce qu'elle s'attendait. Moi, de un, j'avais pas compris, et de deux, elle s'attendait pas du tout à ça. Et elle m'a dit, reste avec nous, on va déguster devant toi et tout. Et elles ont dégusté, et elles m'ont dit, allô, t'es sur le prochain Food Market, y a pas de souci. Et l'histoire, elle a démarré comme ça. Elle m'a dit, par contre, il y a un truc, t'as pas le droit de dépasser 10 €. Je suis dans la merde, il me coûte 12. Ça concerne combien en volume? Ça concerne combien de sandwichs? La première, j'ai fait 3 sessions de Food Market. La première, j'ai fait 250 pièces. Et je me rappelle, il pleuvait à torrent, donc c'était la première fois que j'allais vraiment cuisiner. J'allais vraiment passer le pas et faire goûter. Et je me rappelle, j'étais tout seul. Il y avait une personne qui encaissait pour moi. Et moi, j'étais tout seul à faire les sandwichs parce que je suis le seul à faire la recette, à connaître la recette. Et je me rappelle, ce jour-là, il pleuvait à torrent. Mais à torrent. Et je crois qu'il avait jamais plu dans l'histoire du Food Market. Mais quand je te dis à torrent, tempête. Et on a fini rupture de stock en moins d'1 heure. C'est-à-dire en moins d'1 heure, les 250 sandwichs sont vendus. Après, le temps que je les fasse et tout, mais en moins d'1 heure, les 250 sandwichs sont vendus. Et magnifique. Et moi, je me rappelle. T'as perdu 500 €? C'est ça, j'allais dire, tu perds. Je m'en foutais, j'étais heureux. Tu sais quoi, j'étais heureux. Je voyais les gens, les yeux, ils s'ouvraient, mais on n'a jamais mangé ça de notre vie. Mais incroyable. Bon, et mon père, je suis rentré à la maison, et mon père, il me dit, non, mais ils sont pas venus pour toi. C'est l'événement qui fait que t'as bossé. Ils se sont pas déplacés pour toi. Mais en soi, il a raison. C'est un événement qui existe, qui existait avant moi, qui continue d'exister aujourd'hui. Donc il me dit, Moïse, tu pourras être heureux quand on se déplacera pour toi. Ok, c'est dur, mais c'est faire. Pas de souci. Donc moi j'ai une rancœur. Je veux lui prouver qu'ils sont venus pour moi. Deuxième session, donc en avril. J'avais fait celle de février, j'ai pas fait celle de mars parce que j'avais un examen ce jour-là et tout. Bon, en avril, deuxième session. Et là, je fais 350 couverts. Et là, on comprend qu'il y a la queue chez nous. C'est-à-dire là, les gens ils viennent pour nous. On a entendu de la dernière fois. En mars, on est venu, vous étiez pas là. Et là, c'était la guerre. Et là, mes parents, ils ont compris qu'il y avait un gros potentiel dans le truc. Et même mes profs de mon école sont venus. Mais les gens de mon école qui croyaient pas au projet sont venus goûter. Et là, l'histoire a vraiment démarré. J'ai fait une 3e édition à 450 pièces. Pour bien comprendre le contexte, sans communication particulière. J'ai un Instagram et j'ai 150 abonnés. Il y a pas du tout. Et moi, j'ai pas d'insta perso à ce moment-là. Voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et après, le fait d'avoir créé le Insta, il y a le BHV qui a entendu parler de moi, qui m'a démarché en me disant, on a entendu parler, apparemment tu fais des bons sandwichs, on ouvre un food court. Voilà. C'est beau. Voilà comment ça a démarré. Mais je préférais perdre de l'argent, mais au moins faire goûter. Mais c'est un investissement. Voilà. Ouais. C'est pas perdre de l'argent, si tu veux. J'ai investi. J'ai investi de mon temps, j'ai investi de mon énergie, j'ai investi un peu d'argent aussi. Mais au moins, les retours qu'on a eus, ça m'a fait gagner confiance en moi. Moi, après, une fois que j'ai fait ces 3 food market, tu montes, tu descends, et je dis ça y est, j'ai le produit. Mais j'ai pris une grosse carotte. Après ça, j'ai fait un événement où il y a le magazine Time Out, c'était associé pour faire un Time Out Market au carreau du Temple. Et avec des trucs, des cours de salsa d'un côté, un food market de l'autre. Et ils me vendent un truc de ouf. Ils me disent 10 000 personnes en 2 jours, ça va être la guerre. Et franchement, toutes mes économies, je sais pas, j'avais 5 000 balles de côté, des extras, des trucs que je faisais. J'ai acheté mon stock de homard, mes brioches, j'ai fait mes sauces. J'ai tout fait pour ce week-end. C'était le plus grand fiasco de l'histoire. J'ai vendu 20 lobster rolls, c'est le bout du monde, en 2 jours. Et je me retrouve avec peut-être 850 portions ou 1000 portions de homard à jeter. À Tège. À la fin, je l'ai donné parce que ça n'a pas dérouillé. Au carreau du Temple, c'était de la merde, c'était un événement de merde, c'était pas tenu, c'était de la merde. Et personne qui est venu ça ou vraiment personne n'est venu, il y a une communication de merde. Écoute, un énorme fail et je me dis waouh, j'ai perdu mes économies. Peut-être ça marche pas tant que ça. Tu prends un coup moral. Ouais. Je prends un énorme coup et à la suite de ça j'ai une embellie qui se fait où on me dit écoute regarde on peut te laisser il y a la communion donc c'est l'ancien Nouba à la Cité de la Mode tu vois sur le rooftop mec il me dit écoute on cherche juste quelqu'un pour faire de la food je te prends rien tu viens tu fais tes sandwichs et voilà tu vends je te prends rien je veux juste un truc qui fait de la food il a mis un truc de falafel d'un côté il me dit vas-y j'ai vu que ça avait l'air sympa tu le fais ok.
Donc, j'essaye un soir. Et là, je vendais à 15 € le sandwich et j'avais réussi à trouver un fournisseur. Donc, ça me faisait où j'avais une plus-value. J'avais même pas de TPE, j'avais toujours pas de société à ce moment-là. Et donc là, en fait, en 2 mois, j'ai pu récupérer toutes les pertes. Donc, on va dire que juillet, j'étais à jeu et août 2017, j'ai ouvert dans la cour. D'accord. C'est ouf. Voilà. Juste avant de continuer et de rester dans la grande gastronomie, on va parler des goûters parce qu'on n'en a pas parlé encore des Ça y est, je goûters. l'ai entamé moi déjà. Ben ouais, c'est pour ça, c'est bien, il faut. La dernière fois, sur le premier podcast avec Kevin Razier et Daco, on a fait les sages, on n'a pas mangé. C'est ça, il faut manger. Ah ouais, moi je l'ai entamé direct. Je me suis dit, bon, on va pas en parler, on grignote comme ça. Il faut juste pour dire un mot. Tous les deux, Moïse, sur ton choix de goûter, du coup. Parce pour expliquer, voilà, quand on invite, c'est le principe. On invite les personnes et on leur demande le goûter de leur enfance, ou en tout cas le goûter qu'ils aiment prendre. Voilà. Il nous fallait un concept, il n'y a qu'à nous voir, le goûter. Voilà. Bah, le Kinder Cards, en fait, c'est je fais du sport tous les matins. C'est-à-dire, je démarre pas ma journée sans faire de sport et je prends pas de petit-déj. Parce que le midi, en général, la journée, je fais beaucoup de testing, je goûte beaucoup de choses tout au long de la journée, donc je prends pas de petit-déj. Et le seul truc avant d'aller faire du sport que je mets dans ma bouche, c'est un Kinder Card. C'est-à-dire, avant d'aller au sport, tous les matins, quoi qu'il se passe, j'ai un Kinder Card. Et là, en plus, la texture, elle est géniale parce que comme il fait un peu chaud, l'intérieur, il est fondu. Mais c'est encore meilleur, tu vois. J'ai mon meilleur ami, il met les Kinder Cards au frigo. Ah ouais. Mais je peux pas parler avec lui. C'est catastrophique. C'est comme ceux qui mettent les Kinder Bueno. Ah, les Kinder au frigo. Les Kinder Maxi au frigo, mais faut pas parler avec moi. Ah, moi, je peux pas. Voilà. Juste le Maxi King. Le Maxi King est délicieux. Parce qu'il est frais, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est un Kinder frais. Il est fait exprès. Voilà. Moi, je te parle, ça, tu le mets pas au frigo. Non, c'est cata. Ça, il est dur. C'est sacrilège. Catastrophique. Donc, voilà pourquoi moi, le Kinder Card. Et autre chose aussi, tu nous as dit Et le cake marbré. Le cake marbré parce que c'est un gâteau que j'ai toujours aimé. Ouais. Voilà, j'ai mangé ça, j'ai toujours mangé ça. Tu le trempais dans du lait ou pas? Ouais, je le mange comme ça, moi. Tu sais, je suis un puriste. Et moi, j'aime le goût du truc comme ça. Donc, tu peux repérer après avec le temps en plus selon les marques, Savane, pas Savane et tout, tu arrives direct à l'aveugle. Tellement tu prends l'expérience. Complètement. Et, oui. Et toi, Thibaut, moi, de mon côté. Non, j'allais dire juste, malheureusement, on n'a pas ramené de crêpes. Non. Parce que les crêpes, ça se mange sur le moment. T'as bien raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous ai suggéré plusieurs solutions parce que je suis un grand amateur à 38 piges, je suis encore en mode enfant. Street food, fast food, malbouffe, je fais du sport pour manger. Donc il y a un truc dans mon cerveau, le mec est atteint, et le sucre, il faut un petit peu de sucre tout le temps et tout. La différence entre toi et moi, c'est que je fais pas de sport. Et en fait, elle est là, la différence. Et en fait, c'est ce qui m'a atteint le cerveau assez jeune, parce que comme je faisais pour le sport-études 2 entraînements par jour, je faisais 14h, 16h et 18h30, 20h30. Et il y avait le trou au milieu, je rentrais, changeais d'affaires et tout. Et toujours, ma mère magnifique, elle avait toujours dans un tiroir des choses. Et il y avait ça. Et ça, en effet, je serais mort d'hypoglycémie si j'avais pas eu ça. Et aujourd'hui, je mange beaucoup moins, voire plus du tout. Mais en fait, je suis passé aux sneakers glacés d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, ça, c'est la vie, quoi. C'est la base. C'est tout ce qu'il y a de mauvais, mais justement, tout ce qui fait du bien au cerveau. Et à un moment, il faut se faire du bien au cerveau. Donc là, j'osais pas depuis tout à l'heure, alors que j'ai pas mangé ce midi. Ça fait des mois que j'en ai pas mangé. Et je me suis dit, bon, attends, j'attends, c'est peut-être pour faire joli. Mais en fait, c'est pas pour faire joli. C'est vrai. Donc voilà, tu l'as l'histoire. Il faut. Et maintenant, je suis team pas de petit-déj non plus. Je fais mon sport à jeun sans problème, aucun souci, voire même parfois jeûne de 24 heures. Et à la fois, je peux aussi manger toute la journée s'il faut. Je suis d'origine arménienne, donc plus il y en a sur la table, plus c'est bon, mieux c'est. Et il faut qu'on finisse. Il ne faut pas en laisser, mais je suis capable des deux, tu vois. C'était la même question. Alors, on avait commencé avec Moïse. Et toi, du coup, ce que je disais tout à l'heure, Thibaut, du coup, il y a une... avec ton parcours et le fait que tu te lances, on en parlait en off, mais si tu veux nous le redire, c'est très bien pour les personnes qui nous regardent. J'ai l'impression que depuis qu'il y a cette saga OM dans ta vie, il y a eu un deuxième, c'est un gros virage, encore un autre gros virage avec une communauté peut-être beaucoup plus ciblée, mais qui te suit. Et j'ai même l'impression, et ça tu me dis si c'est le cas ou pas, que par rapport donc aux grands médias dont on parlait tout à l'heure, tu as gagné en crédibilité, ou en tout cas les gens te font plus confiance qu'à des médias sportifs traditionnels. C'est quand même une vision assez marseillaise que tu as là, parce que on est marseillais. Ouais. Excuse, 2 secondes, excuse-moi, je te coupe. On se posait la question, et peut-être d'autres veulent savoir, est-ce que tu es supporter de l'OM ou rien à voir? Non, j'aime le foot en général. Ok, ça va. J'aime aller dans des stades avec une ferveur
Donc Marseille en fait partie, Lens. Ok. Il y a avant Paris aussi, Milan, Dortmund, etc. Parce que j'aime le foot et j'ai surtout des petits aimés des joueurs. Ok. Mon idole, c'était Roberto Baggio. Ensuite, il y a eu Ronaldo R9. Donc, c'est des mecs, par exemple, les deux, ils ont joué et à l'Inter et au Milan. J'ai eu les maillots de l'Inter et du Milan. Okay. Rien à faire. Et donc, j'ai toujours été là-dedans. Donc, vous pouvez me voir avec le maillot de Paris, Marseille, Lens, que vous voulez. Et demain, je vais faire un foot. Je vais avoir un maillot de je ne sais quel joueur qui me l'a offert. Ça me fera plaisir de le mettre. Après-demain, à paddle, je peux avoir un maillot de foot. Je m'en fiche, en fait. Et ça, c'est vrai que pour les supporters, je peux comprendre. Ça peut être gênant, on est dans un univers de plus en plus aussi, une vie, société de plus en plus communautaire, on a besoin de ses repères, on aime consulter des médias qui nous ressemblent. Donc moi, je reste juste passionné. Et donc voilà, pour te répondre, il n'y a pas de langue de bois et tout, parce qu'en fait, c'est comme ça et que ça ne m'empêche pas de... je kiffe comme ça, en fait. Bien sûr. Ok. Du coup, t'allais... Je t'ai coupé. Sur le deuxième virage. Sur le deuxième virage, ouais, je trouve que c'est... Alors, parce que tu nous as aussi sur l'histoire qui fait que tu as commencé à t'intéresser à la saga l'OM, en parler, ouais, etc. Je trouve que c'est assez marseillais de penser ça, parce qu'en fait, avant, j'ai fait des émissions, l'affiche de la semaine sur TF1, etc., avec des millions de téléspectateurs. Donc, on m'a déjà vu, entre guillemets. Là, ce qui est déformant comme Zoom, c'est comme je suis très présent sur les réseaux et que je fais beaucoup de contenu maintenant sur les réseaux, on est dans une situation où le moindre commentaire est pris comme si c'était la vision générale. Le moindre message, le moindre nombre de vues fait que ça a marché, ça a fait des vues. Et donc, c'est hyper déformant. Twitter n'est absolument pas un sondage, un panel, une vision de la réalité. Il n'y a qu'à voir dans la rue. Et donc, parfois, on se fait une idée, soit d'une popularité, soit d'un manque de popularité. Donc, c'est ça sur lequel je veux revenir. Pour autant, là où tu as raison, même si les 3/4 de ma communauté actuelle sur Instagram, Twitch, Twitch, non, ça s'est lancé plus tard, mais sur les différents réseaux, je l'ai créé avant 2021, 2020, avant de me soucier de ces histoires de coulisses à l'Olympique de Marseille. Il se trouve que c'est par le plus grand des hasards, en rencontrant des hommes d'affaires au Moyen-Orient et à Londres, etc., que je suis tombé sur ce dossier de rachat de club qui m'a plu. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai eu les infos très tôt au début de l'année 2020. Et puis j'ai vu en mars, avril, mai 2020 des grands médias comme Challenge, des sites, des médias de sport italiens donner des infos sur le sujet. Et j'allais dire à mes sources, je leur envoyais un SMS, je disais mais ça je suis au courant depuis 3 mois de ça. Il me dit ouais, je t'en ai même dit plus. Et je leur disais et le Covid, on était en plein confinement, etc. Donc j'avais repris en main le fait de vouloir faire des contenus sur ma chaîne YouTube qui avait déjà été créée mais qui était au point mort, j'avais pas le temps. Et là je lui dis moi je peux en faire une vidéo, je peux sans te trahir et tout. Vous savez qu'avec les sources c'est toujours une relation de confiance qu'il faut avoir. Et la personne me dit mais bien sûr, si tu veux donner l'info, je te la donne. Ce que on doit pas donner, tu le donnes pas. Et là, j'ai donc confirmé les infos qui venaient de sortir. Donc forcément, les supporters sont venus en me disant mais d'où tu connais le sujet et tout. Je leur ai dit ok, tu vas voir. Et donc j'ai fait une première vidéo en disant voilà ce qu'il en est. Ce que vous avez lu là, voilà les détails. Là, il y en a qui commencent à me regarder différemment. Donc en effet, l'aventure a commencé comme ça. Jusqu'à ce que j'ai donc les documents et les preuves de ce qui s'est tramé en coulisses, puis le bazar financier et sportif au club que j'ai pu expliquer petit à petit. Donc oui, il y a une communauté marseillaise qui est venue s'agréger à tout ça, mais la base, je suis pas parti de rien, on va dire. Ouais, c'est la différence. Après, ce qui est fou, ce qui est fascinant et ce qui est beau, c'est la relation que j'ai depuis 2-3 ans avec les communautés marseillaises, qui est parmi le milieu du foot, dans le milieu du sport, peut-être la plus connectée, en fait, et la plus passionnée. Alors, passionnée, je déforme le mot, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres supporters qui sont passionnés, mais là, eux, ils le font savoir sur les réseaux, et ils se servent des réseaux pour activer leur communication, en fait. Marseille a toujours eu ce problème avec Paris, de dire les médias sont parisiens, pro-parisiens, donc nous, il faut qu'on réagisse. Et l'avènement des réseaux sociaux, notamment Twitter, X maintenant, leur a permis d'avoir un canal de diffusion, un tuyau beaucoup plus grand pour faire parler d'eux et surtout parler entre eux aussi. Donc, on va dire que moi, au milieu de ça, j'ai essayé, avec honnêteté, transparence,
Il n'y a pas de vérité, ça n'existe pas, mais avec mes infos, de montrer qu'au moins j'étais ouvert au débat, que j'étais pas du tout fermé. J'ai créé ces émissions où il y a une 100% interaction, n'importe qui, même en désaccord, qui veut parler avec moi, vient discuter. Et donc, c'est ça qui leur a plu aussi, parce que là-dessus, on se ressemble dans l'honnêteté. On peut se tromper, mais en revanche, on se parle. Et on est là, et on est courageux, parce qu'il fallait aussi maintenir mes infos quand j'en ai eu X fois par rapport à des démentis ou autre chose. Et moi, par rapport à mon expérience, ce qui m'a plu aussi dans cet exercice-là, c'est que mes années sur d'autres médias m'ont permis de leur apporter aujourd'hui un peu une ouverture sur ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire expliquer pourquoi un dirigeant a communiqué de telle façon. Vu de l'intérieur, il a communiqué parce qu'il avait besoin de faire parler de lui sur ce domaine-là, ou éteindre un incendie qui est ailleurs, ou ceci, cela. Le mercato aussi, qui est du théâtre complet, où les agents se servent beaucoup des médias pour... annonce-le-moi s'il te plaît à Paris parce que je veux l'envoyer à Marseille. Il faut faire monter les enchères. Et ça, je trouve qu'on le disait pas assez aux supporters de foot qui tombent des nues parfois en me disant non, c'est pas possible. Et puis 2 jours après, ils me disent ouais, t'avais raison. C'était complètement de la com. Et en fait, le joueur allait pas du tout à Marseille. Ils l'ont envoyé à Milan parce qu'il voulait juste servir de Marseille en levier. Et tout ça, décrypter un petit peu le truc de l'intérieur, montrer. Voilà, après, j'invente rien, mais juste faire partager l'expérience. Je trouve intéressant. Et toi, justement, là, pour parler de cette relation entre club et journaliste, parce que voilà, on sait qu'il y a des journalistes qui, malheureusement, travaillent avec les clubs, comme tu l'as dit. Toi, ça va, jamais on est venu te voir, on t'a jamais demandé quoi que ce soit, ça va? Je suis bien reçu dans les stades et pas de souci. Le problème, en effet, il est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de faire. Soit en effet, tu te fais accréditer, tu obtiens des interviews et à ce moment-là, il faut passer par les clubs. Et forcément, on va vérifier parfois souvent tes questions. On va en conférence de presse, on va te donner le micro ou pas te donner le micro. C'est ce qui se passe, c'est la réalité. Je dénonce rien, c'est juste la réalité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur 20 ans ? C'est très simple. Il y a eu un renversement du rapport de force. Donc avant, pour communiquer, il fallait passer sur TF1. Il fallait faire le 20h, et là, c'était le Graal. Il fallait, sinon, qu'un des 4-5 grands médias vous interviewe. Et là, c'était le Graal, soi-disant. Aujourd'hui, le bouche à oreille, comme pour Moïse, par exemple, parce que Moïse nous a parlé de Combini, il parle de M6, mais c'est aussi énormément le bouche à oreille, en fait, des gens, une story Insta, et c'est un plus un, les événements suivants, etc. Il ne faut pas minimiser, je ne pense pas du tout. Et donc, on se retrouve dans une situation où le rapport de force s'est inversé, parce que toutes les marques qui étaient plutôt faibles et qui voulaient, elles aussi, participer à être aux 20h de TF1, elles ont créé leurs propres médias. L'OM, c'est un média aujourd'hui qui est, à mon avis, plus puissant que TF1. Le PSG, pareil. Neymar, c'est une star mondiale. Il a absolument besoin d'aucun média. S'il veut faire passer un message, il met une story Instagram. Et ça s'est renversé en 20 ans, en fait. Donc les journalistes qui étaient primordiaux avant, c'est-à-dire qu'il fallait se rapprocher d'un journaliste pour avoir une info, pour faire parler de son restaurant, eh bien, quand on est déjà un tuyau de diffusion, un canal, son propre média assez puissant, il n'y a plus besoin des journalistes. Donc le métier de journaliste doit se réinventer. C'est pour ça que moi j'aime l'interaction que je crée pour réinventer aussi ça et montrer une transparence, une honnêteté et partager l'expérience. Parce qu'honnêtement, oui, sinon, le métier de journaliste va tomber trop vite dans celui qui est déjà assez proche, celui de la communication. On ne peut pas faire que de la com. Et justement, comme le journaliste n'est plus assez puissant via son propre média, s'il dit trop de méchanceté sur un club, une marque, une méchanceté entre guillemets, qui pour lui paraissent normales et c'est de l'information, il va être blacklisté, il ne pourra plus communiquer, et comme il n'a plus le rapport de force avec lui, il ne pourra plus exercer son métier comme il faut. Donc c'est là où il faut absolument que les canaux de diffusion soient puissants pour continuer à avoir un rapport de force intéressant. Sinon, on va tomber en effet dans une société uniquement de la communication. Et là, c'est tout le dilemme. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que maintenant, comme tu le disais, les journalistes, alors quittent parfois parce que... Moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est toujours le jeu des sources. Alors, c'est très bien qu'on ne révèle pas ses sources pour multiples raisons. Moi, je trouve que c'est bien. Mais j'ai l'impression que comme il n'y a pas cette vérification, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi pour faire du buzz, pour ramener à sa page, à son émission, à son contenu. Moi, c'est ce qui est, tu vois, dans les enquêtes,
même si tu parles à tout le monde, tu as l'impression de dire, mais tu vois, quand tu juges un joueur, mais tu sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, tu sais pas sa consigne sur le terrain. Toi, Moïse, du coup, sur l'aspect média, est-ce que tu as déjà eu, toi, à te battre pour faire passer des choses, à contredire des choses, notamment aussi sur les réseaux, ou est-ce que, comme tu l'as fait pour ta recette... Je me permets, parenthèse là-dessus. Nous, on sort tous les 4 du podcast, on va le raconter 4 fois différemment à nos proches. Et c'est le problème ensuite du récit journalistique. On va aller à son resto, on va avoir 4 avis différents. Même si, bon, ils vont être tous positifs, mais ça va être 4 avis différents quand même. Donc, on va avoir 4 sources d'infos potentielles pour un journaliste sur le même événement, la même réunion, la même heure, le même endroit. Et ça va être 4 voies différentes de le raconter. Ouais. C'est ça le problème. Mais ça a toujours été. Toi, Boris, tu as traité déjà avec les médias comme ça, les réseaux, des bad buzz, alors pas des mauvaises critiques aussi. J'en ai eu une. En fait, je touche du bois depuis que j'ai démarré. J'ai vraiment eu que des très bons retours, des très bonnes critiques, des très beaux articles de presse. J'ai participé à des très belles émissions de télé. Franchement, sur tout ça, j'ai fait en sorte... après, je suis vraiment dans mon monde, dans mon univers. C'est-à-dire, on vient, on veut me chercher, on veut que je partage mon produit, ma passion, il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, je suis dans mon délire. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des réseaux sociaux comme aujourd'hui LinkedIn où c'est un truc pro pour les restaurateurs. Je comprends même pas comment ça fonctionne. On m'a créé un compte parce qu'il y a une grosse vidéo qui est sortie qui a fait 2 millions de vues en 24 heures sur un truc un peu pro de la restauration. Ouais. Et je me suis retrouvé à avoir des trucs de journaliste. Je réponds même pas parce que c'est pas mon univers, c'est pas mon monde. Je suis dans mon délire et voilà. Moi, tous les gens qui me demandent, venez me voir, même un journaliste, viens me passe au resto, passe dans le Marais, tu me trouveras, on fait ce qu'on veut. Et j'ai eu c'est pas un bad buzz, parce qu'on va dire que c'est pas que je suis pas politique, mais je suis très article 22, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis dans mon monde, ne viens pas me faire chier, je ne viendrai pas vous faire chier. Et j'ai eu un média que j'attendais vraiment. Et en gros, Homer Lobster, j'ai jamais eu, à part qu'il y ait des gens qui m'ont dit « Ah, c'est cher pour ce que c'est », mais personne m'a dit que c'était pas bon. Personne m'a dit que c'était de la merde. Personne... Voilà. On t'a pas attaqué sur la qualité, quoi. Jamais. On m'a jamais attaqué sur la qualité. On a pu m'attaquer sur c'est cher pour un sandwich, ces trucs, mais voilà, on ferme sa gueule parce que c'est bon, tu peux rien dire, c'est bon. Et j'ai ouvert Jeannette sans penser que j'ai la science infuse, mais je me suis dit, bon, j'ai un petit peu la recette, je vais faire copier-coller. Et qui est un autre concept, qui est mon deuxième concept, où je fais tous les classiques des délicatessen new-yorkais. Et c'est vrai que je l'ai fait un peu trop à la puriste, où j'avais quasiment que des Américains qui venaient manger, parce que je l'ai fait un concept propre pour les Américains. Et pas pour les Français, pas adapté du tout pas au palais, mais à la culture française. Quand tu fais cette recette, tu te dis, c'est pour les Américains ou non, je le fais. Non, au contraire, moi je le fais. Je le fais, c'est vraiment comme moi je l'ai découvert et comme je l'ai aimé. Et je veux le faire découvrir à un maximum de gens. Et les gens l'ont pas trop compris au début, Jeannette. Et j'ai eu un papier d'un critique qui m'a fracassé. Mais qui m'a fracassé. Et genre, pendant 2 jours, je me suis dit, ah le bâtard. Mais quand qu'est-ce qu'il y a? Alors genre, il a dit, genre, en gros, ce que j'ai vraiment redouté, le média, c'était le time out. Bon, on va penser par rapport à l'histoire de ça, mais c'est le time out. Ils envoient des critiques anonymes. Bon, j'ai eu le Fooding, j'ai eu voilà, les Échos, j'ai franchement tous les plus beaux médias pour un restaurant, je les ai eu, le L, le Parisien nous a nommé meilleur pastrami de Paris, meilleur hot dog de Paris, meilleur grilled cheese de Paris. Donc on a eu des très très beaux papiers et le Time Out est venu en incognito. Tu leur avais dit que le market était pourri la dernière fois, non? Ouais, non mais c'est... Ça a joué, non? Non, c'est en incognito, je peux pas savoir. Mais, ouais, mais tu leur avais dit ou pas? Ouais, à l'époque, ouais. Ouais, mais c'était un mec chargé de l'événementiel qui a sauté, truc. Non, parce qu'ils avaient fait un bête de papier sur moi sur Homer. Ah, okay. Donc ils avaient fait un très beau papier sur Homer. Je suis d'ailleurs référencé dans les 50 plats iconiques à goûter à Paris. Ah oui, donc non. Donc tu vois, au nom de Homer, bon. En fait, il s'est dit, j'ai fait Homer et je vais faire. Et tu vois ce que je redoutais le plus, mais c'est un risque quand tu veux te développer, quand tu veux sortir de ta zone de confort, c'est un risque qu'on t'attaque. Et j'étais les 2 pieds dedans. J'ai voulu faire un truc où j'étais dans mon monde, dans mon univers. Et en gros, il y a écrit noir sur blanc qui se contente au lobster roll. Ce que je redoutais. Ouais.
Et j'ai pris un uppercut. Et en gros, par rapport à ça, je me suis remis en question. Et maintenant, moi, je sais ce qui s'est mal passé, mais c'est la faute de personne à part moi. J'y étais pas ce jour-là. Et on ouvrait un pop-up à Lille à ce moment-là. Et je formais. Donc, il y avait les 2 cuisiniers en formation de Lille et les 2 vendeuses en formation de Lille, qui étaient ce jour-là, les 4. Donc, ces 4 nouveaux qui n'ont aucune analyse du concept premier jour et qui ont servi ce journaliste incognito qui venait pour écrire une critique. Et donc, à la photo, déjà, je vois que le morceau de viande est naze. Normalement, il y a un mix de parties de la viande avec du gras, du pas gras pour avoir un équilibre dans le sandwich. Le pain toasté naze. Et il mentionne un service bidon, mal assis. Alors bon, tout un truc. Mais c'est ma faute. Voilà, il y a pas... C'est moi le fondateur, c'est moi qui ai fait le concept, c'est ma faute, c'est comme ça. Mais ce truc-là, moi justement, je le prends et j'essaye de le rendre une force. J'ai rebondi, j'ai amélioré le concept, je l'ai réadapté tout en gardant mon idée de base. Et j'ai pris justement, toute la liste qu'il a fait qui allait pas. Et aujourd'hui, voilà, le chiffre il a explosé et j'ai réussi à m'adapter justement. Et si j'avais pas eu peut-être ce papier-là, peut-être je me serais pas sorti les doigts du cul de la même façon. D'accord. Mais donc voilà, par rapport au bad buzz, moi je me dis il n'y a jamais de mauvaise communication. C'est-à-dire bon buzz ou bad buzz, il n'y a jamais de mauvaise communication. Du moment qu'on parle de toi, c'est ma façon de voir les choses. Après justement, il y a un moment où tu vas être dans le noir par rapport à une critique, par rapport à quelque chose de pas bien. À ma façon, faut essayer de le prendre et de le rendre. Tiens, on pourra plus jamais te critiquer sur ça. À vie. T'as fait une erreur une fois, tu la referas pas. Surtout que vous vivez qu'avec ça, surtout dans la gastronomie, etc. Vous, c'est beaucoup les critiques. Complètement. Mais après, justement, ça, l'avis de ces personnes critiques-là, moi, je vais parler vraiment sur le goût de ce que tu proposes. Après, ça, c'est subjectif. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais aujourd'hui, tu as quand même ces gens qui goûtent et qui critiquent et qui notent, et leur avis compte parce qu'ils peuvent avoir un palais plus développé que les autres, parce qu'ils ont une plume, mais moi il faut savoir une chose, ça me fait autant plaisir que monsieur, madame, tout le monde vienne et me dise c'est le meilleur sandwich que j'ai mangé de ma vie, que cette personne-là vienne et me dise c'est le meilleur sandwich. C'est autant, je vais pas avoir bien plus de kiff de savoir que quelqu'un d'autre, donc mais c'est faire un petit échec, tu vois, avoir un raté sur un truc aussi gros qui peut avoir un impact derrière, parce que moi je suis du principe que t'aimes pas, t'en parles pas. T'aimes, t'en parles, t'aimes pas, t'en parles pas. Eux, ils aiment pas, ils en parlent. C'est ça. Donc, d'un côté, je leur dis merci parce que ils m'ont fait ouvrir les yeux et ils m'ont fait me rendre encore plus fort, et c'est grâce à ça aussi que mon concept il se upgrade x10 par rapport aux changements que j'ai fait suite à ça. Et juste pour faire un peu le parallèle justement par rapport à ça, à chaque fois j'en parle, moi il y a un truc qui me rend dingue, c'est les notes que donnent les journalistes à des joueurs de foot, alors que et les gens adorent. Et les gens adorent. Et c'est ça. Et consulter les notes alors que tu es jugé par quelqu'un. Bon, je vais pas rentrer dans le ah ouais, dans la tu vois, vraiment dans le cliché non, mais même dans le cliché du journaliste qui connaît pas, qui a jamais joué au foot, même si c'est ce que je pense un peu. Mais je sais pas. Si j'étais dans ce mood-là, ouais, j'aurais des centaines de milliers d'abonnés en plus, je pense. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu défends les joueurs, que tu expliques que la veille, il s'est engueulé avec sa femme, que son enfant n'a pas dormi de la nuit et que du coup, il met pas un pied devant l'autre. On dit c'est quoi cette pipe, il faut qu'il dégage et qu'il sorte de mon club, etc. Et quand tu connais, justement, comme je te le disais, moi j'ai pas de club, de supporterisme en moi, c'est des joueurs, des gens que j'ai croisés, des gens que j'ai vus en pleurs quitter un club parce qu'ils devaient aller ailleurs et que c'était un peu forcé. Et en fait, t'as cette passion, mais tu te prends un peu de cœur et tu te dis déjà, les commentaires ont un impact, qu'on le veuille ou non. Faites attention à ce que vous écrivez, à ce que vous dites, ça reste déjà, c'est dommage pour vous. Le foot, c'est la culture de l'instant, donc là c'est la pagaille, admettons à Marseille, après demain ils gagnent 2 matchs, ça y est, c'est les nouveaux rois, et donc tout va très vite, et donc en effet quand il y a des gens, des familles derrière, c'est dommageable. Moi, j'ai choisi de m'exposer, je suis à l'antenne, je fais entre guillemets personnel, je public, il n'y a pas de problème, envoie-moi ce que tu veux, t'es pas d'accord, t'aimes pas mes dents, voilà, ok, je m'expose, si t'as envie, soulage-toi, et c'est pas un souci, et moi je le prends avec ce sourire, j'ai la carapace, il n'y a pas de problème. En revanche, si tu laisses écrit des trucs horribles, des insultes, etc., qui peuvent être lus par de la famille, des gens qui sont pas préparés à ça,
Là, c'est embêtant. Il y a des enfants aussi, il y a des cours d'école, il y a des choses comme ça. Juste parce que toi, ça te fait du bien de n'importe quoi. Les 3/4 du temps, moi, c'est pour ça que j'adore avoir créé un concept de 100% interaction, parce qu'en fait, toute personne qui insulte gratuitement, qu'elle vienne en direct. 100% des cas, personne ne monte. Voilà. En revanche, les personnes que tu interpelles qui ont des commentaires un grade en dessous, donc de violence, et que tu leur dis, mais viens m'exposer, là je comprends pas ta remarque, etc. La personne est ravie parce qu'on porte attention à elle. Donc il y a un gros dans la société manque d'attention de certaines personnes, peut-être génération Instagram, j'ai l'impression qu'Instagram c'est la vraie vie. Une chose, tu te mets à leur parler, là les personnes parfois étaient des loups, par écrit deviennent des agneaux, ça arrive 100% du temps, et surtout on rentre dans une relation adulte où tout se passe bien, et on s'explique, et on se comprend, et même si on n'est pas d'accord sur, pour le coup là si c'est du sport, c'est pas grave du tout, mais on a le droit d'avoir une analyse différente, et on est dans juste la communication, l'humain, le normal, et je crois que l'écrit sur les réseaux, et la facilité qu'il y a aujourd'hui d'interpeller, juste pour se faire remarquer, c'est dramatique, et c'est pour ça qu'avant, quand justement j'en parlais dans les années 2007-2010, l'avènement de Twitter, surtout avant Facebook, je disais mais c'est super l'anonymat, les gens peuvent parler, parce qu'il y avait beaucoup de brainstorming, de réseautage sur les réseaux sociaux. Au début, c'était passionnant, on rencontrait des gens du monde entier, c'était Internet des débuts, entre guillemets, où on se disait « Waouh, mais lui, il est à l'autre bout du monde, on a le même sujet de discussion, lui, il aime le même club que moi, les mêmes joueurs, mais il est en Chine ou il est aux États-Unis, c'est super ». Aujourd'hui, c'est devenu la jungle, ça a été pris à bras-le-corps par les politiques et par les agences de com, en créant avec l'intelligence artificielle des faux comptes, des trolls, de la désinformation manipulée. Et donc, en fait, j'en viens maintenant, 15 ans plus tard, à dire... Fini l'anonymat là-bas. Il faut que tout le monde assume maintenant ce qu'il dit, parce que c'est devenu la jungle, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà pourquoi j'ai changé là-dessus. Ça pose d'autres problèmes, bien sûr, mais parce que ça y est, c'est n'importe quoi. Et quand tu nous dis, Moïse, que tu n'as eu qu'un message négatif, c'est super, et tant mieux. Et ça t'a fait en plus avancer. Mais il y a beaucoup de fois où, en fait, c'est que des messages gratuits qui ne sont pas constructifs. Là, finalement, le message négatif que tu nous as expliqué, il était quand même constructif. Complètement. Donc, c'est ça qui est bien. Et c'est génial. Quand on m'envoie un message en me disant « mais je ne suis pas d'accord sur ce que tu as pensé du match », c'est constructif parce qu'il va me dire ce joueur, ceci, cela. Et quand c'est gratuit, c'est nul, c'est zéro. C'est comme, voilà, on parle des notes. Et les notes sur les restaurants, les commentaires Google, des trucs comme ça. Tu sais, moi, franchement... Je respecte la personne qui vient me voir, qui me dit écoutez, déjà, c'est pas bon, je parle pas avec. C'est j'aime pas, on en parle. Voilà. C'est pas bon, déjà t'en fais une généralité. C'est ça. Ok, bon alors vas-y, va manger ailleurs. Je parle pas avec toi. Mais quand tu me dis j'aime pas, ok, là ça m'intéresse. Et je vais pas du tout me vexer, au contraire. Là, t'as toute mon attention, toute mon écoute. Qu'est-ce que t'aimes pas? Je veux d'abord savoir si le problème vient de moi ou c'est ton goût. Parce que si c'est ton goût, je vais te faire goûter autre chose pour essayer de voir ce que t'aimes. Voir ce que t'aimes. C'est exactement ça. Mais voilà, une fois, un client, il m'a dit voilà, j'ai goûté, c'est pas à mon goût. Je comprends que les gens aiment, mais moi, c'est pas à mon goût. J'ai essayé de trouver autre chose. Il m'a dit non, mais c'est le truc qui est pas à mon goût. Ok, à la fin, je peux pas non plus. Voilà, mais ça, c'est constructif. Ou un truc, c'est quand j'ai monté Jeannette. Je te dis, il y a beaucoup de gens qui avaient des attentes. Ils disaient mais Omer Lobster, c'est une réussite. Mon autre concept, et j'ai mis 1 an et demi juste à savoir faire la cuisson de ma viande pour faire un pastrami typique new-yorkais, vraiment traditionnel. Je me rappelle, premier client, il s'assoit. Maintenant, j'ai fait ma recette, j'ai 2 sandwichs au menu. J'ai ma recette, elle est carrée. Il vient, non, me fais pas comme ça, fais-moi comme ça. Ah, et en 2 secondes, critiquer. Je dis putain, j'ai mis 1 an et demi, c'est mon jour d'ouverture, premier mec qui s'assoit devant moi. Et il m'a descendu d'une simplicité, d'une vitesse. Je me dis ok, le mec, il se dit pas que j'ai mis 8 mois pour faire le pain, j'ai mis 1 an et demi pour faire la viande, j'ai mis 4 mois pour faire la moutarde maison. Je me dis, et les gens sont sans pitié. Donc, et moi aussi, voilà, c'est ce genre de caractère aussi, ce genre de cas et d'exemples qui moi, me font me dire, je suis dans mon monde, j'essaye de m'adapter, mais je reste focus. Les notes, je regarde, mais je me fais plus de mal. Avant, quand j'ai démarré, une mauvaise note, je remets tout en question. Je remets tout en question. Et là, maintenant, j'ai compris que c'est comme ça va avec. C'est comme les commentaires anonymes. C'est comme les... ok.
C'est pour ça qu'il faut éduquer, même à l'école, les jeunes sur ça, sur ce nouveau monde, pour qu'ils aient une carapace par rapport à ça et qu'ils ne donnent pas d'importance à n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est un truc aussi sur lequel je me bats pour faire passer le message, c'est qu'il y a plus de hiérarchie de l'information. Ouais. Puisque on s'informe aussi bien sur Internet qu'à la radio, qu'à la télé, mais de la même façon, parce que des médias mainstream ont dit des bêtises de la même façon que des médias sur Internet. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui n'a de valeur pour personne. Donc on est génération uniquement de notifications, une info balaye une autre, on lit que le titre. Si vraiment on est hyper curieux, et c'est encore une preuve incroyable de curiosité, on clique sur la notif, mais sinon on n'a vraiment pas le temps, et on est dans ce monde-là, donc c'est juste des titres. Et ça c'est la folie, parce que on cherche plus à savoir si il y a eu un travail derrière, comme tu dis. Moi en effet, je me mets en live sur une émission, j'ai préparé 6 sujets, j'ai préparé des photos, des images, j'ai fait un petit montage vidéo, et les gars ils me disent non mais là parle-nous du PSG aujourd'hui là. Bah ouais, mais il y a 6 sujets aujourd'hui. Non, il y en a un qui va dire ça pendant 1h30, il va dire non, mais plus que le PSG. Et t'as l'impression que ça c'est ce que tout le monde veut, alors que pas du tout. C'est un, mais il arrête pas de le mettre. Et donc c'est exactement ça. Toi, t'as bossé 3 heures le matin pour préparer ton émission, et tu te dis, attends, mince, je me suis planté à ce point de sujet aujourd'hui. Non, c'est pas forcément ça. C'est juste la vision d'une personne qui il faut pas non plus donner toute l'importance. Exactement. Tu donnes l'importance à l'instant T, mais il faut pas non plus que. Voilà. Et de la même façon, il faut que vraiment les gens, même il faudrait que ce soit à l'école, réapprendre à comment on s'informe, quelles peuvent être les sources d'infos, quelles peuvent être les erreurs à s'informer. C'est bien de s'informer partout pour avoir une globalité, mais il ne faut pas se perdre. D'accord. On pose quelques questions pour connaître nos invités. Il faut. Bon, on commence toujours par les anciens chez nous. Petite question simple. Tu as 2 choix. Voilà, pas de trucs farfelus comme on dit d'habitude. Et tu me donnes la réponse. C'est bon pour toi? Donc, tac au tac. Deux choix. Ouais. Okay. Tu peux réfléchir. Tu peux argumenter. Je peux argumenter un peu. Tu peux. Je pense que tu vas en argumenter une ou deux quand même. Allez, c'est parti, on y va. Thibaut. France ou Arménie? Franco-Arménie, non, la bouffe, l'Arménie. C'est rare ça. La France, pour le reste, je suis français. Après, il y a les racines, il y a les origines, il y a les ancêtres. On a toujours ça en nous. Et donc voilà, mais non, les deux sont indissociables quand même. Et c'est ce qui fait la force de beaucoup de monde aussi, de beaucoup de gens dans le monde. Thierry Henry ou Nicolas Anelka? Nicolas Anelka, sans hésiter. Le calcio ou la Première Ligue? Le calcio aussi, je suis un enfant de l'Italie, la Serie A. Je préfère l'Italie à l'Angleterre aussi en tant que pays, et la bouffe. Ça n'a rien à voir. Zidane ou Ronaldo R9? Ah là, je vais m'attirer je vais me faire gronder par beaucoup de gens, mais j'avoue, moi, j'ai eu à la base, c'est Ronaldo au PSV qui arrive tout jeune, cette légende, ce qu'il a fait était tellement extraordinaire, mais je crois que Zinedine Zidane, que j'ai déjà interviewé à Madrid pendant plus de 3 heures, une super rencontre, qui est charismatique de fou, plus d'ailleurs que Ronaldo, que j'ai aussi interviewé, pour le coup c'était une 15aine de minutes en 2011 ou 12. En tant que personne, j'ai eu plus d'émotions, il y a plus de charisme chez Zizou, et encore aujourd'hui. Ronaldo, c'est un bonbon. Mais en tant que joueur, moi, c'était Ronaldo. Tu n'es pas le seul, hein. Il y en a de plus en plus quand on pose la question. Twitch ou la télévision? C'est pas le même métier, c'est pas la même façon. Les deux font partie de moi aujourd'hui. On va dire que je suis plus... je commence à prendre le pas de ces nouvelles façons de diffuser comme Twitch, mais la télé, c'est mon jardin. Ça reste 14 ans, 13 saisons de quotidienne télé, ça reste mon jardin. Course à pied ou foot à 5? Foot à 5. Ouais. Course à pied, c'est chiant. Au bout d'un moment. Marcelo Bielsa ou Didier Deschamps? Ah, Bielsa, c'est... Ouais. Même Deschamps répondrait Bielsa, je pense. Ouais. Le journaliste le plus fort, ou en tout cas ton journaliste favori que tu as croisé tout au long de ta carrière? Ou que tu n'as pas croisé, mais non, qui t'a fait c'est une rêver. figure qui est décédée depuis... Il y en a 2. Il y a Thierry Gilardi pour ce qu'il a... C'est le plus
grand commentateur de foot français, je pense inégalé, inégalable. Il avait le ton juste et il faisait passer les émotions. Et les émotions, ça c'est capital, de vibrer, d'être dans le bon ton au bon moment. Et un autre, parce que je l'ai connu pour de vrai et qu'il avait lui aussi cette faculté, mais en radio, à la différence de Thierry Géardi qui était plutôt en télé, c'est Eugène Sacomano qui lui avait une voix et il a métamorphosé un petit peu quand même le métier en lui aussi juste à la voix, faisant passer des émotions incroyables. De la finale de l'Euro 2000 à la finale de la Coupe du Monde 98, vous avez tapé sur YouTube et c'est incroyable ses commentaires en finale. Ton plat préféré, celui que tu pourrais manger tous les jours de manière inconditionnelle? Non mais c'est abusé, moi je peux pas répondre à ça, c'est abusé, je suis un enfant, j'ai 4 ans, ma fille a 2 ans et demi, elle mange McDo. comme moi. Non, je peux pas le dire, franchement. Non mais tous les jours... Pas devant toi, pas le dire devant toi. Ah non, mais moi je suis un consommateur de McDo grave. Hein. Tous les jours, je suis capable, si tu me dis tous les jours, sans m'en écœurer en plus, tellement il y a un problème dans ma tête, je peux me faire un McDo, manger des crêpes à 4 heures, manger une pizza le soir parce que j'ai besoin de mixer un petit peu, tu vois, mais sur une journée, McDo, crêpes, pizza, repas. Mais c'est étonnant que je sois pas diabétique, tu vois, je comprends pas. Franchement, McDo, moi je comprends. Mais McDo, en plus, tu peux varier les plaisirs. Ah ouais, non, mais tu peux manger complètement. Ça me fait plaisir qu'un chef comme ça. Parce que j'ai pas honte de le dire. J'ai fait une émission de radio sur le burger là il y a un mois et on me dit, non, pas du tout. On me propose 3 burgers, un burger de chef gastronomique, un burger de chef 3 étoiles. Un burger un peu genre, tu sais, burger trend et un burger de grande chaîne. Je reconnais tout de suite le McDo. Je goûte les 3. Honnêtement, McDo, en fonction du sujet, McDo, il a une première place dans un des 3 sujets. Ouais. Ah ouais, mais je dis ouais, parce que McDo, quoi qu'il se passe, c'est le souvenir d'enfance, c'est réconfortant, c'est juste l'odeur. L'odeur du McDo, moi, elle me fait quelque chose. Les frites de McDo. L'odeur, par réconfortant. Par contre, un McDo sans sauce, je l'ai fait une fois. Deliveroo, ils m'ont livré McDo sans sauce. Ça n'a pas le même goût. Quelle idée. Ah, mais ça n'a pas le même goût. mais je comprends McDo. Ah oui. Du coup, la destination de vacances ultime pour toi, que tu as déjà fait ou que tu souhaites faire? J'ai jamais fait Cuba, ce serait un kiff. J'aimerais aller voir un match NBA à Los Angeles, les Lakers. J'aimerais me téléporter en vacances aussi pour assister à un combat de Mike Tyson. Ah ouais. Et passer quelques jours puisque tu m'as dit ce que je voulais, passer quelques jours avec The Rock. Avec The Rock, ouais, parce que c'est une des personnalités les plus influentes au monde qui est devenu du catch à Hollywood. Et en fait, c'est un mec que j'aimerais creuser en off parce que les Américains, ils sont très forts face aux caméras, ils savent tout faire. Lui, il est incroyable sur Insta, etc. Mais j'aimerais creuser le personnage, le nounours. Chanteur, rappeur, pareil, quelqu'un que tu pourrais écouter non-stop comme ça. Je suis beaucoup Akhenaton, IAM. Je suis pas mal là-dessus. Là, j'écoute leur live Warrior Studio là, en ce moment. Donc j'ai envie de te dire ça, c'est ce qui revient. Après, sinon, j'étais très rap américain, Eminem. Eminem, pour moi, a peu de personnes qui rivalisent. Et enfin, le GOAT du sport pour toi, tout sport confondu. Vraiment le sportif que tu mets au-dessus de tout. Ah, ça c'est très très dur. Ce serait si simple. En fait, moi je vais te le répondre avec le cœur parce que en fait, il n'y a pas besoin d'avoir tout gagné, pas besoin de ne pas avoir été blessé, pas besoin d'être Michael Jordan, Mohamed Ali ou je ne sais qui. Je vais te dire Roberto Baggio parce que c'est mon sportif préféré, c'est mon histoire. Donc tout simplement parce qu'il colle à mon vécu, à ce que j'ai aimé, à comment j'ai vibré, comment il a raté son péno en 94, puis il s'est relancé, il est blessé, reblessé, revenu, pas revenu. Donc pour moi, c'est mon GOAT. Maintenant, si tu me parles en général, un avis journalistique, non, ce ne sera pas Roberto Baggio. Roberto Baggio qui a critiqué les consultants de foot, qui avait fait une phrase qui a dit ça m'étonne toujours de voir des mecs que je connais qui n'étaient pas capables de faire 2 jongles, avec qui j'ai joué, maintenant critiquer les joueurs et tout. Il y a des façons de critiquer. Tu peux toujours dire qu'il y a des joueurs qui ratent un match, mais il y a des façons de faire. C'est ça, c'est exactement. Oui, d'accord. Merci Thibaut. Avec plaisir. Thibaut. Moïse, t'es prêt? J'adore. Je suis prêt. Ouais. France ou Tunisie? France. Jeannette ou Homer? Jeannette. Homer, c'est le business. Jeannette, c'est mon kiff. C'est la grand-mère, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais Jeannette, je l'ai fait vraiment pour mon pur kiff. Et je m'amuse encore aujourd'hui.
Londres ou Paris? T'as fait les deux du coup. Ouais, Londres. Londres, c'est plus vivant. C'est en fait, moi, je suis un fan de New York, de l'état d'esprit très speed. Et Londres, t'es un mix entre Paris et New York, mais t'as ce côté vivant, t'as ce côté ouverture d'esprit, et t'as ce côté un peu speed que j'aime, où genre quand t'es à la maison, t'as l'impression que t'es en train de rater un truc qui se passe dehors, et que j'ai pas à Paris. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que Paris est très stressant, moi je trouve qu'on peut se faire chier à Paris. Ah ouais. Bah parce qu'après quoi, les sorties et tout, c'est pas question de sortie, je sais pas si c'est le mood général, je trouve que c'est moins ouvert, c'est très charmant, c'est très beau, c'est une très très belle ville Paris, mais j'ai eu un truc à Londres, ouais, je sais pas, c'est le feeling. Street food ou gastronomie, pardon? Street food. Sans hésiter. C'est vrai? Ah ouais, dis-toi je sais que beaucoup de grands chefs. Parce que tu es passé, ce que tu nous disais en fait. Toi, tu as connu les deux. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi. J'ai voulu aller dans la gastronomie pour sortir de la street food. Ouais. Mais je sais que beaucoup de chefs viennent genre piocher leurs idées dans de la street food pour en sortir des plats gastronomiques. Bah, le burger, je vois que le burger maintenant tout le monde en fait. Ouais, burger tout le monde en fait, mais même t'as des plats aujourd'hui dans des restaurants 3 étoiles qui sont issus de plats de street food qu'on te fait en bouchée, en truc qu'on revisite. Mais c'est-à-dire c'est une source d'inspiration énorme la street food. Et on va dire que moi, comme je t'ai dit au début, je suis un puriste. Je préfère aller à la source directement. C'est chambé la gastronomie. J'adore ça. Et même t'es dans un contexte unique, t'as un service unique, il y a tout qui va avec. Mais la street food, quand elle est bien faite, quand tu vas piocher dans la culture, quand tu vas voyager, que tu vas aller à Mexico goûter un des meilleurs tacos du monde, ou quand tu vas aller à New York ou même à Boston manger un des meilleurs lobster rolls, tu vas piocher dans une histoire. Et c'est ces histoires qui ont débouché sur la gastronomie ensuite. Ouais, donc voilà. Parce que toi, c'est de la street food gastronomique du coup. Ouais, j'ai voulu. Mais ça dépend comment tu le vois. En fait, c'est soit c'est de la street food haut de gamme, genre un street food un peu de luxe, ou alors tu le vois comme c'est un produit de luxe accessible. Okay. C'est deux visions des choses. Okay. Le résultat c'est le même, mais ça dépend comment tu le vois. Okay. Tu regardes toi tous les documentaires, on va repartir. Mais tu regardes toi tous les documentaires Netflix et tout, sur les différents trucs de cuisine et tout. Ouais, t'es un passionné de je suis un passionné de ça. Genre je peux ne parler que de ça. Non, juste quelque chose que j'aimais beaucoup, je sais pas si on l'avait regardé ensemble, c'était Action Bronson sur Vice. J'ai essayé de le catcher la dernière fois qu'il était à Paris, mais bon, il avait son planning qui était bien fait. Mais moi, le mec qui m'inspire encore aujourd'hui et que je suis fan absolu, c'est Matty Matheson, qui est un peu le même cam que Action Bronson. D'accord. Il cuisinait pour Vice aussi. D'accord. Et il fait toutes ses vidéos, il a sa chaîne YouTube et ce mec, c'est le personnage qui est ouf. C'est mec, même il fait sale. Mais il sort une créativité. Il va te faire les meilleurs sandwichs du monde. Il va te faire. Ouais, c'est ce côté folie, c'est ce côté aussi puriste que j'aime beaucoup, mais que je suis énormément aussi. Ouais. Okay. La baguette ou le pain brioché? Ça dépend du sandwich. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire le pain brioché, ça va pas avec tout. Ouais. Et la baguette, ça va pas avec tout pour moi. Un lobster roll baguette, une fois j'en ai goûté, c'était dégueulasse. Ah ouais, on a voulu me faire goûter un lobster roll. On dit j'aime pas. Ok, pardon. Moi j'ai trouvé ça. T'as raison. Ça. J'ai trouvé ça dégueu. Mais parce que pour moi il y a certains accords. Tu vois, un sandwich poulet rôti. Le vrai sandwich poulet rôti du lendemain, tu le fais dans une baguette, dans une tradition chaude. Tu le fais pas dans un pain brioché du tout. Pour moi. Un lobster roll, tu le fais pas dans autre chose qu'un pain brioché pour moi. Voilà. Donc ça va dépendre du sandwich. Fan de Cyril Gane ou Cédric Doumbé? Autant sur le combat que sur le personnage, tu vois. Écoute, j'ai été voir Cyril Gane là il y a pas longtemps et je vais voir Doumbé là au PFL le 30. Écoute, Doumbé m'intrigue. Doumbé m'intrigue beaucoup plus. Cyril Gane, bah écoute, aujourd'hui il représente la France, mine de rien, c'est-à-dire on peut critiquer, aimer, pas aimer par rapport à ce qu'il a fait. Aujourd'hui il représente quand même la France, mais Doumbé m'intrigue plus par la folie du personnage. Ouais. Mike Tyson ou Mohamed Ali? Tyson. Ouais. L'histoire. Thibaut est d'accord ou pas? Thibaut est d'accord. Non, j'ai plus connu, j'ai lu depuis le récit de la vie de Mike Tyson. T'as vu sa série sur Disney? J'ai beaucoup aimé aussi. Mais Tyson, parce que t'as au-delà du côté bad boy méchant, t'as Tyson qui était très politique, ce que je ne suis pas.
très politique, qui se battait pour des choses, et t'as Tyson qui a été en mode survie toute sa vie en fait. Et le beast mode, je pense que c'est la définition de Tyson, et c'est ce côté survie plan A, que quoi qu'il se passe, c'est la jungle, que tu ailles partout où tu ailles, c'est la jungle, et c'est ça que j'ai un peu aimé. Et encore aujourd'hui, on te dit, même s'il a 65 ans, 60 ans, il a plus de 60 ans. Ouais, je crois que c'est ça. Encore aujourd'hui, on le voit, il y en a inventé de folie. C'est génial. Voilà. Donc Tyson se réfléchit. Le Miami ou le New York Knicks? Alors moi, pour l'équipe de NBA, c'est Miami, parce qu'il y a une vraie histoire sur Miami depuis très longtemps, à l'époque, et surtout quand il y avait le Big Three avec Dwayne Wade, LeBron James et Bosh, mais où j'ai eu la chance d'assister à des matchs où ils étaient les trois, et c'était juste unique. Pour moi, l'équipe de Miami, elle m'a fait vibrer comme jamais. Les Knicks, c'est plus emblématique. D'accord. Voilà, mais Miami sans hésiter. Miami Heat. Juste en repartant vite fait sur Thibaut, l'équipe qui t'a fait le plus rêver toi NBA, quelle équipe, quelle période? C'est le duo Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, début des années 2000. Ouais. Là, je me suis dit que c'était inégalable. Et bon, après l'histoire, ce qui s'est passé, moi j'ai connu Michael Jordan, quoi, mais je suis plus génération Kobe. Et bon, jusqu'au bout de sa vie, en fait, j'ai suivi sa façon de penser, sa philosophie, sa culture du travail qui est vraiment inspirante. Et donc, Kobe et Shaquille O'Neal, en plus, avec les hauts et les bas relationnels, il y a des vraies histoires. C'est des beaux exemples de vie, d'accords sur le terrain, des accords en dehors. Et pour arriver à un but commun, c'est plein de choses inspirantes. Okay. Le cuisinier le plus fort que tu aies croisé, celui qui t'a inspiré, qui t'a régalé, tu t'es dit lui c'est quelque chose. Il y a eu pas mal de grands chefs. Il y a le chef Éric Fréchon, 3 étoiles Michelin du Bristol, qui est quand même une grosse figure de la gastronomie française. Le chef que j'aimerais vraiment rencontrer, mais maintenant aujourd'hui il n'est même plus chef, il est animateur télé, mais c'est Gordon Ramsay. Ouais. Je l'ai croisé une fois à Londres, et c'est un mec, bien qu'aujourd'hui voilà, c'est un businessman plus qu'autre chose, mais c'est complètement un chef que j'aimerais rencontrer. D'accord. Ton plat préféré que tu pourrais manger? Il y en a deux. Les deux pour moi qui sont c'est sandwich. C'est-à-dire je peux faire des sandwichs de tout. Je peux manger des sandwichs de tout le temps. Et les pâtes. Pâtes à la sauce tomate, pour moi, c'est mon plat préféré. C'est vrai? Ouais. Ou parce que les pâtes avec toutes les sauces? Non, pâtes à la sauce tomate. Ah ouais? En fait, chez les Tunisiens, on dit pâte à la sauce. On précise même pas pâte à la sauce tomate. Je précise au cas où, mais pâte à la sauce. Okay. C'est... Voilà, ça bat toutes les pâtes pour moi. Fromage râpé quand même. Parmesan, ouais. Oh, d'accord. Ta destination de vacances que tu as fait ou que tu aimerais faire, un truc? Alors, il y en a deux. Pour m'inspirer, pour prendre de la force, pour quasiment tout, ça va être New York. Ouais. Et par contre, pour chiller, pour couper vacances, ça va être Capri. Ah ouais? Ouais. Pour la bouffe, pour la vibe, pour le côté Dolce Vita, voilà. Pour tout. Le chanteur, rappeur, celui que tu pourrais écouter tout le temps ou que tu aimes mettre de temps en temps quand ça va pas ou quand ça va? J'écoute de tout. Ouais. Il n'y a pas un en particulier. Je vais pouvoir écouter du Drake, comme juste après, tu as du Aznavour. Aznavour, c'est Aznavour. C'est la famille. Voilà. Donc voilà, je vais te dire autant Drake qu'Aznavour, tu vois, il n'y a pas de... Ouais. J'ai pas de règle. C'est à l'humeur en fait. Ouais. C'est vraiment au feeling. Dommage qu'ils n'ont pas fait un featuring. Complètement. Avec Aznavour. Mais maintenant avec l'IA, tu peux. Exactement. Exactement. Et pareil donc pour les sports, pour finir, pour les sports sportifs comme ça. Le GOAT. Ouais, pour toi le all time, celui que t'aimes, qui t'a fait vibrer, que tu aurais voulu rencontrer. Je vais dire le GOAT parce que j'ai eu une histoire avec lui, dans le sens où l'aura et la prestance que cette personne dégage, c'est Michael Jordan. J'ai eu la chance de lui faire 3 fois à manger des lobster rolls. En privé ou Non, en privé. En fait, il descendait au Royal Monceau et première fois on me le présente parce qu'il venait, il avait privatisé le haut du bar pour boire sa tequila et on me le présente et je lui dis écoute voilà, je fais des lobster rolls. On venait de lancer le truc au Royal Monceau, ça faisait 6 mois et il me dit vas-y, j'en goûte un. Et le lendemain il est venu pour en prendre 3 emportés pour lui. Et donc ça c'était un lundi, mardi, et le vendredi il est revenu pour en manger sur place. Et 3 fois je parlais avec lui, 3 fois je l'ai vu. Et il y a Michael Jordan, et quand tu lui serres la main, quand tu le vois en vrai, quand tu vois ce que ça dégage, tu dis t'as là une légende. Tu comprends la définition, c'est pas que la télé, c'est pas que... tu vois, j'ai déjà rencontré des gens
famous, des célébrités, l'aura n'est pas celle que t'attends. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas la prestance. Là, au-delà de la taille, au-delà de tout, tu sens qu'il y a un truc. Et du coup, une petite pression avant de lui faire ou pas ou ça va? Normal. J'étais plus impressionné. J'avais pas la pression du sandwich. La fois où je crois que j'ai eu le plus de pression, c'était avec le chef Nobu, qui est l'associé de De Niro. Ils ont les restaurants Nobu dans le monde. Okay. Où je venais de gagner le championnat du monde. Il a demandé à me rencontrer. Et là, je devais lui faire tous les sandwichs. Ouais, je me suis chié dessus. Je sais pas pourquoi je tremblais et tout. Alors qu'au championnat du monde, j'ai même pas tremblé. Mais non, pour Michael Jordan, c'était plus genre une fierté de dire moi. Moïse, j'ai 23 ans, je suis en train de faire mes sandwichs à Michael Jordan. Voilà, c'était plus ça. Donc pour moi, le GOAT, voilà, Michael Jordan. Bref, Thibaut, toi, la personne comme ça, tu sais que tu nous as parlé du charisme, le sportif ou la personne que tu as rencontré où tu t'es dit, ah ouais, monsieur, quoi. Ah non, c'est Zidane, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai rencontré Zidane là-bas, sur cette terre madrilène. Bon, après, je l'ai revu, mais très brièvement, mais c'est là, il dégage quelque chose d'exceptionnel. C'est un monsieur, il est avenant, il est charismatique tout simplement, il est différent. Et c'est pour ça que j'aimerais rencontrer Mike Tyson aussi aujourd'hui, avec plus de maturité, le recul sur sa vie, et aussi The Rock dans le même ordre d'idée, parce que je suis parti sur les personnalités quand tu m'as demandé de parler des vacances, parce que c'est le kiff qui va comme dans mon esprit avec les vacances. Mais après, sinon, les vacances, c'est la Corse. C'est la Corse, il me faut une plage et la mer, voilà, et après tout va bien. C'est parfait, hein, pour finir. Merci beaucoup. Est-ce que de votre actualité, du coup, l'ouverture des restos, tu dois en avoir 50, 60 encore là même? Là, non, ouais, il y a 5-6 ouvertures là de prévues. Il y a 2 nouveaux concepts. Il y a un Homer Lobster à Nice, un Homer Lobster à Londres. J'ai dans l'état d'esprit d'un coffee shop là, qui ouvre dans le Marais. Il y a un concept japonais aussi qui va ouvrir 2024. Voilà. C'est un documentaire, série. Une série, une série sur une plateforme, une série autour de la street food. Parfait. Thibaut, petit Dash Food sur Twitch. Ouais, les Dash Food sur Twitch les midis, de midi et demi à 14h, hors arrêt de jeu. Et puis des contenus sur TikTok, YouTube, des analyses de sport, des cryptages de foot aussi sur les gros matchs comme Paris-Marseille, les soirs, beaucoup de directs donc, parce que c'est ce qui m'anime, mais un peu de contenu enregistré, des interviews aussi. Et quelques passages radio, j'étais sur Sud Radio dernièrement, et l'écriture, ce qui me prend beaucoup de temps. Après, on passera à autre chose, l'écriture d'un livre sur donc mon enquête de 3 ans sur l'OM. Et ça, quand ce sera bouclé, ce sera déjà une grosse partie aussi, un peu plus de liberté. Voilà. Super. Merci. On va terminer par le rituel, vu que maintenant on a passé peut-être plus 1h30, peut-être un peu moins ensemble, et qu'on est sur la chaîne YouTube On se sait. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui on se sait, Thibaut? On se sait, vraiment. J'ai fait des super rencontres aujourd'hui. On se sait. Moïse, on se sait. On se sait complètement. On se sait, ok, au top. Merci à tout le monde. Merci à Zibo, partenaire depuis le début. Hein. Pareil, voilà, une boisson un peu calorique, rafraîchissante, naturelle. Beaucoup de vertus, c'est parfait. Je crois que on nous a détendu. Voilà, boisson relaxante et on nous a relaxé. Et merci de nous suivre. Merci de suivre les Instagram, les émissions des collègues, et de nous suivre, de cliquer, de follow, de donner de la force, de partager. Merci beaucoup. Et merci à vous.